Pionnier des bâtiments durables au pays, Montagny développe des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance et du bien-être des occupants. Leur raison d'être, créer de la valeur pour les communautés. Montagny, une société de développement en immobilier durable, est fière de présenter la Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! Les taxes foncières, ça sert à payer des services à la propriété. Bon. C'est très drôle que tu dises ça. Service à la propriété, pas service aux citoyens. Puis c'est pour ça que ça fait pas de sens de payer avec la taxe foncière, de l'immigration, des changements climatiques, de l'itinérance, du logement social, du logement abordable. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais il faut qu'il y ait un meilleur partage de l'assiette fiscale. Un exemple récent de ça, c'est l'itinérance. Le gouvernement du Canada a dit on va donner 250 millions en itinérance puis on va le donner aux villes. Oui. Fait qu'au Canada, ils l'ont donné aux villes. Ouais. Au Québec, ils l'ont donné au gouvernement du Québec qui a dit nous autres, on va pas le donner aux villes, on va le donner au réseau de la santé. L'Outaouais, là, c'est un territoire d'inégalité sociale et économique. Ah. On a des fonctionnaires fédéraux, on a des gens qui ont des bons salaires, mais on a 2 des 4 MRC les plus pauvres au Québec. Il y a peut-être des maires et mairesses qui vont écouter là, puis ils vont dire moi, je veux ça chez nous. Quand on crée une digue, on arrête d'inonder des gens, mais on inonde d'autres personnes. Oui. Ou on inonde d'autres terrains. Quand l'eau monte, la maison monte, impossible. Non. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense, est fièrement présentée par Montagny. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de la série spéciale La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci de me recevoir. Là, tu es en poste depuis seulement 1 an et demi. On remet en contexte, dans le fond, suite à la démission de France Bellil, l'ancienne mairesse, il y a eu une autre élection qui a été déclenchée. Tu as été élue. Félicitations. Mais ça fait en sorte que tu n'es pas en poste depuis très longtemps. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Donc, ça fait 14 mois bientôt. Puis c'est sûr que je suis arrivée dans un contexte d'élection partielle. Donc, évidemment, on voulait réaliser beaucoup de choses en peu de temps. Là. Puis on avait dit aux gens que ce qu'on ferait, c'est régler des affaires puis mettre en place un certain nombre de chantiers pour l'avenir. Mais sans surprise, je me représente aux prochaines élections. Je trouve que mon travail n'est pas fini. Tu l'annonces, OK. c'est pas un scoop, malheureusement. Donc, ça a été une année super productive. On a avancé sur plein de fronts, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Tout à fait. Ben oui. Puis, tu sais, en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que tu t'étais présenté aux élections. Oui. France Bellil a gagné. Exact. Là, toi, après ça, tu pars un bout faire tes affaires de ton bar. Là, tu as fait de la chronique, je pense, à Radio-Can aussi. J'ai terminé mon doctorat. Ton doctorat, ce qui aurait été réalistement difficile à terminer en étant mairesse. Puis j'ai obtenu un poste de prof à l'École nationale d'administration publique. Donc, j'ai enseigné la gestion municipale. OK, tu as enseigné. OK. Puis j'ai fait de la recherche là-dedans, évidemment. Donc, j'ai eu des activités de prof pendant un certain nombre de temps. Puis, effectivement, j'ai été chroniqueuse à Radio-Canada. J'ai été plus impliquée à l'école de mon fils, que j'ai moins le temps de faire aujourd'hui. OK. Mais voilà, quand Mme Bellil a démissionné, voilà, j'ai décidé de retenter ma chance. Puis là, c'était la bonne. Là, c'était la bonne. Mais justement, quand on étudie, parce que tu as quand même fait des études poussées, là, mettons, en gestion des municipalités, doctorat. Ouais, c'est quoi après? Il y a comme postdoc. Un postdoc, c'est de la recherche, par exemple. Oui, mais c'est ça. Après ça, t'es pogné dans un lab. Là. Ça, c'est un peu plat. Mais c'est quoi la différence, justement, entre la théorie puis la vraie vie? Tu sais, t'arrives, là, on va dire, le lundi matin. C'est peut-être pas commencé un lundi, là, mais t'arrives le lundi matin puis tu fais OK, là, tout ce que je sais, il faut que je le mette en pratique. Ouais. Puis j'ai pas 4 ans comme les autres, là. Là, j'ai quelques mois. Mais moi, dans ma pratique, là, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours fait des allers-retours entre la théorie puis le terrain. Puis c'est aussi ce que je continue à faire le plus possible comme mairesse, de m'abreuver des meilleures pratiques, de ce qui se fait dans d'autres villes, de ce qui se passe dans la littérature scientifique pour être capable de prendre des bonnes décisions puis mettre en place des bonnes politiques publiques. Fait que, tu sais, par exemple, ma thèse de doctorat, ça a été des études de cas. Puis un des chapitres de ma thèse, ça a été, puis là, j'étais conseillère municipale à l'époque, ça a été en fait, ma thèse de doctorat a porté sur le rôle de des villes en matière d'immigration. Donc, j'ai regardé certaines villes au Québec. Je les ai comparées au cas ontarien parce que la littérature était très développée puis honnêtement, on a des leçons à apprendre de là. Oui. Donc, tu sais, j'ai toujours fait ça. Puis, dans ma thèse, dans mon chapitre sur Gatineau,
j'ai regardé ce qu'on faisait, mais après ça, je présidais la table de concertation sur le vivre ensemble, l'immigration. Fait qu'évidemment, tu sais, tout ce qu'on a mis en place à l'époque à la ville, puis qu'on continue de mettre en place aujourd'hui, ben c'était alimenté par mes recherches. Donc, ça n'a pas été... pour moi, c'est naturel de faire des retours entre... alors, ça n'a pas été un choc. Un peu le modèle allemand. Hein? Le modèle allemand, ils font ça. Ils font un bout d'études, un bout de travail sur le terrain, un bout d'études. Ouais, c'est dans leur cursus. Comme très stage, là. Bien, on a l'impression que la recherche, c'est quelque chose de très... tu sais, tantôt, tu disais un postdoc, c'est dans un lab. Mais puis, tu as bien raison. Tu sais, il y a plein de sciences qui parlent pas du tout ou qui parlent, tu sais, que ça se passe dans des éprouvettes puis dans des labs, c'est très fermé. Mais il y a de la science qui se passe sur le terrain. Tu sais, de l'ethnographie, c'est de vivre, c'est de t'immerger au point où tu fais plus la différence entre ce que tu es comme chercheur puis ton objet de recherche. Là. Donc moi, j'ai toujours été très proche du terrain. Mais tantôt, tu parlais de l'Ontario. Là. Ouais. Tu dis, on a une couple d'affaires à apprendre. Là. Ouais. Peux-tu m'en nommer 2, 3? Un des trucs, là, c'est que, en fait, on s'imagine pas que l'immigration, puis je pense que ça fait partie de vos sujets d'intérêt, là, mais on s'imagine pas que l'immigration, il y a une grosse partie de ça qui appartient aux villes. Puis quand on y pense, c'est très intuitif. Tu sais, un immigrant qui arrive, là, il arrive pas au Canada, là, il arrive au Québec, là, il arrive dans un quartier, tu sais. Il va à l'école, il se trouve un emploi, il apprend le français dans un quartier, tu sais. Puis, la ville, elle a un rôle à jouer pour s'assurer qu'il y a un continuum de services, pour s'assurer que cette personne-là à s'épanouisse autant qu'il peut, puis qu'il s'intègre, puis que le reste de la communauté, elle vive bien aussi ce changement-là. Là. On le voit, nos quartiers se diversifient. Donc, il y a une responsabilité des villes. Puis en Ontario, ils ont reconnu ça. Donc, l'entente, tu sais, au Québec, on a une entente Canada-Québec en immigration. En Ontario, c'est une entente Canada-Québec et les villes. Wow. Donc, ils travaillent ensemble, puis ils sont assis, les 3 paliers de gouvernement ensemble, à l'échelle des villes pour planifier les services d'accueil aux personnes immigrantes. Ça, c'est une bonne leçon. On pourrait prendre des bonnes notes, hein? On devrait commencer à faire ça parce que, tu sais, je sais qu'entre autres, j'ai un ami qui habite à Saint-Ubalde, là, dans le comté de Portneuf, puis eux, ils ont eu des immigrants, justement, qui sont arrivés, puis tu sais, c'est un petit village de 4 ans par 4 ans. Mon ami Daniel serait pas content que je dise ça, là, mais c'est petit. Puis tout de suite, on dit, OK, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un sofa, tu as besoin d'un frigo, tu as besoin d'un cours de français, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de travailler, tu as besoin... Puis c'est le village qui a fait comme... Ça, c'est nos nouveaux amis, puis on va les aider, tu sais. Ça, je trouve que c'est intéressant de faire Mais ce que j'entends aussi, c'est la communication dans tous les paliers de gouvernement. Ce qui est difficile, là, ce que j'imagine ici. Est-ce que tu le vois, toi? Est-ce que tu le vis de cette façon-là? C'est sûr. Puis le défi de notre époque, c'est que les enjeux, là, tu sais, que ce soit les changements climatiques, que ce soit l'immigration, l'itinérance, le logement, le développement économique, les solutions passent par le travail conjoint de tous ces paliers de gouvernement-là. Mais ça, c'est foncièrement difficile parce que c'est difficile de se coordonner, c'est difficile de... En fait, comme ville, moi, je sens que souvent, c'est difficile de faire reconnaître l'apport qu'on peut avoir dans des politiques publiques, tu sais. Par qui, mettons... Parce que moi, j'essaie toujours de comprendre, là, c'est où que ça bloque, OK? Pourquoi c'est difficile de faire reconnaître ça? Y a-tu quelqu'un qui écoute pas? Y a-tu quelqu'un qui pogne pas le message? Y a-tu... Je le sais pas, si on le savait, mais je pense qu'on a un travail de sensibilisation à faire. Puis les villes, on a l'impression que c'est aqueduc, égout, asphalte. Hein? Ah oui, puis, mais attends, déneigement poubelle aussi. Déneigement poubelle, t'as bien raison. Là, ça appelle la ville. Mais la réalité, c'est que les villes, on est au front en matière de changement climatique, Clairement. en matière d'immigration, en matière de transport en commun, de rendre nos villes plus attractives pour dire we're open for business, puis on attire des commerces, puis donc les villes, on est au front sur les enjeux qui touchent tous les paliers de gouvernement. Puis pas parce que ça nous tente, mais parce que quand on le fait, on est bon. La réalité, c'est que quand on s'intéresse à l'immigration, on arrive à faire en sorte que nos quartiers sont accueillants, que les personnes immigrantes s'intègrent bien. Puis on peut le faire mieux que quiconque. Bien, tout à fait. Vous êtes sur le terrain, vous le savez, ce que vous pouvez mettre en place, puis vous savez c'est quoi les trésors cachés que vous êtes capable d'offrir, tu sais. Oui. C'est exactement ça. On connaît les ressources, on connaît les gens, on connaît notre terrain, on connaît les défis aussi. Puis on est proche, on est capable d'imaginer des solutions avec notre monde, finalement. Oui, moi, je pense que, tu sais, les grands enjeux là, que tu viens de nommer, traditionnellement, on aime ça dire c'est de la faute au fédéral ou de la faute au provincial. Là, on dirait qu'on a beaucoup ça. Mais là, je pense qu'on pourrait commencer à dire c'est grâce aux villes, tu sais, dans le sens que c'est les villes qui peuvent justement mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur coin. Puis on dirait que on n'écoute pas assez dans ce sens-là qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, si, mettons, je sais pas, mon sous-sol, il est inondé demain matin, là.
J'appelle pas la gang à Legault, moi, là. J'appelle 311, ma ville, puis c'est comme les pompiers de ma ville qui vont venir m'aider ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que c'est une preuve assez tangible que c'est un gouvernement de proximité qui peut faire changer les choses. Le défi de ça, c'est les ressources. C'est que les villes ont très peu de... On a 10 de l'assiette fiscale. Fait que oui, on a la capacité d'agir, mais on n'a pas toujours les moyens. Oui, mais ça, le provincial, il va dire, oui, mais vous avez les capacités d'augmenter des taxes. C'est vrai, sauf que on peut augmenter les taxes. D'abord, il faut voir qu'est-ce qu'on veut augmenter comme taxe, parce que les taxes foncières, c'est pas une taxe... tu sais, c'est régressif. Oui, c'est pas ce qui sert à ça, en fait. Ça devrait. En fait, les taxes foncières, ça sert à payer du municipal traditionnel, là, qu'on aime appeler. Là. Aqueduc, égout, asphalte, déneigement, c'est des services à la propriété. Puis, donc, si ça sert à ça, c'est bon. C'est très drôle que tu dises ça. Service à la propriété, pas service aux citoyens. Puis à la personne. Oui, mais ça, c'est une bonne nuance que tu viens d'apporter. C'est la première fois que c'est nommé comme ça. C'est la première fois que c'est nommé comme ça. C'est vraiment la propriété, genre ton terrain, ta maison. Mais c'est pas comme comment toi, tu peux t'épanouir en tant que personne et être bien chez toi, tu sais. Tu comprends? Il y a quand même une nuance importante. Puis c'est pour ça que ça fait pas de sens de payer avec la taxe foncière, de l'immigration, tu sais, des changements climatiques, de l'itinérance, du logement social, du logement abordable. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut qu'il y ait un meilleur partage de l'assiette fiscale parce que la réalité, c'est qu'on intègre aussi ces services à la personne-là dans les villes. Est-ce qu'il y aurait... Dans un monde idéal, là, toi, tu as fait beaucoup d'études là-dessus. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres pays qui donnent plus au municipal qu'au provincial? J'ai aucune idée si c'est possible. Là, je m'avance dans quelque chose que je connais pas. Y a-t-il des exemples de ça? Il y a des pays en Europe qui partagent l'impôt sur le revenu avec les villes, considérant que les villes payent du logement, du développement social. C'est pas ça du tout, zéro. Ben, il y a des transferts, mais c'est pas énorme. Oui, puis le transfert, c'est le provincial qui décide ce que le fédéral va... Tu sais, comment l'argent du fédéral va percoler. Stéphane Boyer de Laval, il l'a bien expliqué aussi. C'est-à-dire que, par exemple, au reste du Canada, mettons, sauf le Québec, ben le fédéral peut donner de l'argent directement à la ville. Oui. Alors qu'au provincial, il faut que le fédéral passe au provincial. Puis là, le provincial, il y a une étude de troisième lien à faire, fait qu'il n'y a pas d'argent. Puis là, ça ne percole pas bien. Un exemple récent de ça, c'est l'itinérance. Le gouvernement du Canada a dit on va donner 250 millions en itinérance, puis on va le donner aux villes. Oui. Fait qu'au Canada, ils l'ont donné aux villes. Au Québec, ils l'ont donné au gouvernement du Québec, qui a dit nous autres, on ne va pas le donner aux villes, on va le donner au réseau de la santé. Fait que la réalité, c'est qu'il y a des... Puis là, ça dépend des régions, mais... Attends, c'était quoi la raison? Moi, j'essaie toujours de voir, OK, c'était quoi leur raisonnement? L'itinérance, pour le gouvernement du Québec, dans le partage des responsabilités qui se font, c'est une compétence du réseau de la santé. Hein? OK. Ben attends, c'est plein d'autres affaires. C'est un aspect de la santé. Ben oui, c'est un aspect de la santé. Donc, eux autres ont dit, ben on va le transférer au réseau de la santé, puis à l'échelle locale... OK. Puis bon, donc nous, on est arrivé avec finalement une petite portion de ces sommes-là qui sont arrivées à la ville. Pourtant, tu sais, puis nous, on a fait beaucoup de travail depuis 1 an en matière d'itinérance. Là, puis Gatineau connaît la plus forte augmentation de l'itinérance. Oui. Hey, j'avais le chiffre, là. Attends, ça m'a fait peur. 238 c'est ça? Oui, l'affaire de 287 en 4 ans. Hey, 287 là, en 4 ans, là, c'est pas une courbe de même, là, c'est un mur. D'augmentation. Montréal, à titre comparatif, c'est 36 alors que Montréal est toujours cité en exemple de l'endroit où il y a le plus de personnes en situation d'itinérance. C'est 36 de croissance. Ça serait le fun que certains journalistes... Absolu, je sais pas, là, c'est quoi la non, mais quand même, la croissance, c'est quand même... C'est pas nécessairement le nombre, c'est la croissance. Non, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un enjeu majeur. Avec l'effet que le continuum de services, quand tu vis une augmentation comme ça, ben il suit pas, évidemment. Là. Donc, chez nous, à Gatineau, c'est un défi très important. Mais qu'est-ce qui explique que chez vous, vous avez 287 puis l'autre à 36? Écoute, il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont été faites pour expliquer ça. Toi, tu n'as pas une idée, mettons. Moi, j'ai des idées. Dis-nous des idées, ça nous intéresse. Je pense que c'est multifactoriel, évidemment. Ça ne s'explique pas d'une seule façon. À Gatineau, on vit une crise du logement qui est très importante parce que l'itinérance, c'est pas juste une question de logement, mais c'est toujours une question de logement. Nous, une maison à Gatineau, ça coûte le même prix qu'à Montréal. Là. On a un marché immobilier qui est surchauffé à cause de la proximité d'Ottawa. Donc, l'accès au logement chez nous est un enjeu.
Je dirais que le réseau de la santé, puis on sait, là, c'est pas facile partout au Québec, mais à Gatineau, c'est pas facile, le réseau de la santé, vraiment. Le temps d'attente doit être élevé. Puis l'accès à des médecins de famille. Ouais. Puis parce que nécessairement, quand tu as des enjeux de santé mentale, de consommation, tu sais, si t'es pas pris en charge en amont, ben ça se peut Si t'es qu'à un pas moment pris en donné- charge immédiatement. Parce que quand tu as des problèmes de santé mentale, ça demande beaucoup d'efforts de se rendre là. Fait que s'ils disent tu reviendras demain, oublie ça, il est perdu. Tu sais, ça aussi, c'est un facteur qui est important. C'est comment tu vas aider les gens pour vrai. Tout à fait. Donc, la proximité d'Ottawa, où il y a une forte augmentation de l'itinérance aussi. Puis, tu sais, c'est pas juste des personnes en situation d'itinérance de Ottawa, là, vraiment pas. En fait, quand on regarde, là, quand on fait des décomptes sur le terrain puis qu'on rencontre les gens, là, c'est des Québécois qu'on a chez nous. Il y a un petit peu d'Ontariens, mais pas tant que ça. Puis quand on les intègre dans notre continuum de service, c'est-à-dire quand ils vont, par exemple, fréquenter le Gîte-Ami, qui est notre refuge, bien, on leur... Ami? Oui, le Gîte-Ami, qui est notre refuge. Ils vont leur demander de faire leur papier d'identité. Donc, s'ils sont ontariens puis qu'ils veulent pas déménager au Québec, ben ils vont retourner chez eux. Là. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un mythe sur le fait qu'on a beaucoup d'Ontariens, mais dans la réalité, ça se traduit pas tellement. Dans le domaine. On est une grande ville, donc on a aussi l'effet de toute la région qui s'en va vers Gatineau. T'sais, on a des gens du Pontiac, puis on a 2 des MRC. L'Outaouais, là, c'est un territoire d'inégalité sociale et économique. Ah. On a des fonctionnaires fédéraux, on a des gens qui ont des bons salaires, mais on a 2 des 4 MRC les plus pauvres au Québec. Le Pontiac, puis la vallée de la Gatineau. Donc, c'est des gens qui ont des défis supplémentaires. Puis effectivement, en situation d'itinérance, souvent, ils vont se ramasser chez nous. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est comme ça. Mais force est de constater que oui, il faut travailler sur le logement. Puis cette année, on a un super bilan en logement. Là, c'est 1300 unités construites ou en voie de l'aide. Donc, logement abordable, logement social, là, avec soutien communautaire. Ouais, pas c'est ça. des unités On a sur le marché 1900 public. penthouses à 4 Non, millions, c'est ça va bien. Ça ne règle pas la crise du logement. Bien qu'évidemment, quand il y a des unités sur le marché du privé, ça fait partie. Il y a cette théorie-là aussi. Je l'ai lu, cette théorie-là, qui dit s'il y a des gros logements plus. Ben là, finalement, ça percole mieux, puis ça permet à d'autres mondes d'avoir des logements. Mais en tout cas, ça a l'air assez polarisé, cette vision des choses. Ça se discute parce que chez nous, quand on regarde le taux d'inoccupation, donc un taux d'inoccupation de logement, le seuil d'équilibre, c'est 3 Okay, quand vous êtes à combien? Ben, ça dépend. Ah. Quand on regarde du logement abordable, on est à 0. Mais quand on regarde, tu parlais de penthouse, ben là, on est à 5 Donc, on n'a pas de crise du logement pour les penthouses. Mais force est de constater qu'il y a encore des gens dans la rue. Donc, Ils font-ils la moyenne? Ou ils ventilent? C'est ça, ils font la moyenne. Oui, c'est ça. Donc, nous, dernière nouvelle, on était autour de 1 on a augmenté un petit peu, presque 2 maintenant. 2. Donc, on est encore en situation de pénurie de logement, mais évidemment, on travaille fort pour que la situation se résolve sur le terrain. Pour venir contrer ce problème-là, vous avez travaillé avec, je pense, certains développeurs immobiliers même qui sont arrivés avec une certaine solution. Veux-tu nous en parler, là, le nouveau projet de conteneur? Oui. Puis ça, tu sais, on a travaillé très fort en itinérance cette année, puis c'était une priorité des gens, fallait faire quelque chose, puis c'était une crise, donc on a agi, puis on a dû innover. Avant que je sois mairesse, il y a un promoteur immobilier qui est DevCore, qui a eu beaucoup de vision là, avec la question de l'itinérance, puis je pense que c'est parti de la prémisse de nous autres, on a fait de l'argent avec tout ça, puis vaut peut-être le temps de c'est maintenant le temps de redonner, pardon. Ce qui mérite d'être souligné. Oui, absolument. Oui, parce que il y avait plein de façons de redonner, puis ça a vraiment contribué. Ça contribue aujourd'hui sur le terrain à faire la différence. Donc, il y avait un premier projet de tente chauffée, mais ça s'est traduit cette année puis c'est un projet pour lequel on a donné le feu vert là, dès que je suis arrivée en poste, un premier projet de conteneurs maritimes, des conteneurs résidentiels au Québec. C'est super chouette. Juste répéter tout ça. Résidentiels. J'aimerais ça qu'elle le dise. Merci. Des conteneurs maritimes résidentiels. Donc, ça devient des unités de logement pour les personnes en situation d'itinérance. À Gatineau, on a un gros camping, un gros campement en plein cœur de l'île de Hull sur notre centre-ville. Donc, on a dédié une partie de ce terrain-là qu'on a cédé là, par un bail amphithéotique gratuitement pour une période de 10 ans. Ça me dit bail amphithéotique, je sais pas c'est quoi. Un bail amphithéotique, c'est qu'on a cédé l'usage du terrain. Okay. Donc, pendant 10 ans, ils peuvent occuper. Là, évidemment, il y a des conditions, mais l'idée, c'est... donc, le promoteur a donné... Puis, honnêtement, les programmes provinciaux et fédéraux étaient
je vais dire, trop strict pour permettre l'arrivée d'un projet de conteneur résidentiel. Donc, si c'était pas du promoteur immobilier, on l'aurait pas vu arriver aussi vite que ça, le projet. Mais nous, il y avait une crise, fait que ça l'a bien fait notre affaire. Ils ont créé un organisme qui s'appelle Transition Québec, dirigé par une femme extraordinaire, une directrice générale qui connaît bien la question de l'itinérance, qui est issue du réseau de la santé, mais qui avait envie de sortir de la boîte pour transformer la réalité sur le terrain puis vraiment aider concrètement encore plus les gens. Donc, c'est une centaine d'unités qui ont été, qui sont encore en train d'être mis en place avec un bloc d'intervention, une cuisine. Il va y avoir des serres à terme pour permettre aux gens de... Puis c'est un projet qui a été co-créé d'ailleurs avec les personnes en situation d'itinérance pour leur dire, vous avez besoin de quoi? Là? Wow. Des serres pour planter des légumes, là, genre. Oui, exact. Okay. C'est comme un petit quartier que vous êtes en train de leur créer pour les aider en transition, évidemment. C'est vraiment de la transition. Puis d'ailleurs, ça donne déjà des résultats parce que le projet est à peu près à moitié de la capacité. Il y a la moitié des gens qui ont intégré. On y va progressivement pour permettre d'accommoder tout ça. Puis aux dernières nouvelles, il y avait 5 personnes qui étaient sorties, qui avaient un bail, qui avaient du logement social. Wow. Donc, tu sais, puis la première personne est arrivée en décembre. Là. Donc, ça va vite. Oui, ça va vite. Mais moi, j'ai vu tu sais, j'y vais sur le terrain, j'ai vu les personnes en situation d'itinérance avant, quand ils étaient dans des roulottes ou dans des tentes. Puis aujourd'hui, quand ils ont intégré Transition Québec, puis, tu sais, ces gens-là dorment la nuit en sécurité. Ça fait toute une différence sur ta capacité de t'imaginer, OK, c'est quoi la prochaine étape dans la vie? Tu sais, est-ce que je veux un logement? Je veux rester où? Comment est-ce que je peux gérer mes problèmes de consommation si j'en ai? Tu sais, ça fait toute la différence d'être capable de donner un toit puis du soutien à ces gens-là. Ah, 100%. Je pense que c'est le chef du service de police de Montréal. Fadi Daguerre. Oui, qui disait que lui, maintenant, il y a une politique dans l'équipe. Tout le monde doit aller faire un stage en refuge. Tous les nouveaux policiers, dans le fond. Wow. Puis lui, il l'a fait sur une semaine, mais je pense qu'habituellement, il demande un 48 heures pour les nouveaux policiers. Mais lui, il l'a fait sur une semaine, puis il m'a dit, après 3 jours, à pas dormir parce que tu te fais tout le temps déranger, parce qu'il y avait, malgré tout, il y avait quand même la difficulté là, à dormir puis à se reposer, même si t'es dans un service, un refuge, là. Puis il disait, après 3 jours, je commençais à me désorganiser, là. Oui, c'est sûr. Juste parce que j'avais eu de la difficulté à dormir, j'étais pas capable de me reposer. Tu manges un repas par là. jour. Ouais. Puis tu crains toujours pour ta sécurité. Fait que c'est sûr que si on les met dans un environnement qui est sécuritaire, avec une clé, avec un toit au chaud, climatisé, avec un lit, ben ça fait toute la différence du monde. On peut s'imaginer que ces gens-là vont s'insérer dans une trajectoire qui va leur permettre de sortir de la rue. Ben oui, puis tu sais, Fadi Daguerre, je le connais pas beaucoup, là, mais je pense pas qu'il y ait des problèmes de drogue ou d'alcool. Fait que rajoute des problèmes de drogue et d'alcool et des traumatismes. Oui, tout à fait. Parce que quand tu parles à des personnes en situation d'itinérance, il y a une histoire de vie derrière ça. Donc, tu arrives avec ton propre lot de traumatismes, plus de problèmes de consommation, des fois des problèmes d'enjeux de santé mentale, plus des enjeux de sécurité. Ça fait un papier cocktail, tu sais. Puis être dans la rue, c'est traumatisant. On a une intervenante sur le terrain chez nous qui dit moi, je consomme pas, mais si j'étais dans la rue, je commencerais à consommer. Souvent, les gens arrivent dans la rue, ils consomment pas, mais ils se mettent à consommer parce qu'il faut que tu passes à travers tes journées. Donc, on a intérêt à les sortir le plus rapidement possible de là ou à éviter, évidemment, qu'ils arrivent là. Donc, le conteneur résidentiel, ben ça joue ce rôle-là en ce moment. Puis, en fait, c'est ça, tantôt, on disait une augmentation de 287 % de l'itinérance. Ben, il faut jouer sur tout le continuum de services. Donc, ça prend plus de logement social. Un projet comme ça va aider. C'est du logement de transition. On a besoin d'halte chaleur. Puis là, on en a dans ce secteur-là, mais il y a le secteur Gatineau aussi. Là, ça, c'est le secteur A. Le secteur Gatineau qui vit aussi une augmentation de l'itinérance. Donc, on est en train de coordonner avec le milieu pour développer une offre de service qui va permettre aux gens aussi d'avoir des services minimaux quand ils sont dans la rue, mais ultimement se sortir de la rue. Donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. Puis, tu sais, la réalité, c'est que pour faire face à ça, faut que la ville assume du leadership. Faut que la ville coordonne un peu le travail avec le réseau de la santé, avec les organismes communautaires, avec les personnes sur le terrain pour dire qu'est-ce qu'on a besoin pour faire en sorte que la situation se résorbe. Fait que nous, c'est ça qu'on est en train de faire à Gatineau. Mais comment vous y êtes arrivé, là, de l'idée à la réalité? Tu sais, comment on arrive à faire ça? Parce que, tu sais, je me dis, après ça,
Là, il y a des gens qui vont écouter, là, il y a peut-être des maires et mairesses qui vont écouter, là, puis ils vont dire, moi, je veux ça chez nous. T'as-tu un livre? T'as-tu un guide? T'as-tu un dépliant? Quelque chose qui va m'aider? Tu sais, comment on fait? C'est quoi l'étape 1? Comment on fait? Ouais. Ben là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tracé le chemin. Donc, tu sais, Transition Québec, entre autres, tu sais, s'il y a des villes qui veulent voir comment ça se passe, c'est sûr que moi, je suis disponible, là, mais Transition Québec aussi. Puis, tu sais, il y a le maire Bruno Marchand, le maire de Québec. On reçoit bientôt. Vous allez faire une belle rencontre, j'ai aucun doute. Ben, il est venu, lui, chez nous, voir Transition Québec. Donc, oui, ultimement, l'idée, c'était de tracer un peu la voie puis faire en sorte que ça soit un modèle qui est exportable. Et il l'est. Puis, on le voit, là, tu sais, Montréal a un projet similaire. Québec aussi parle de mini-maison. J'imagine que Bruno Marchand pourra vous en parler. Puis, en fait, tu sais, dans le reste du Canada, ça existe aussi. Là, tu sais, on sait que ça fait partie des services qu'on peut mettre en place pour atténuer la situation à court terme. Donc, c'est gagnant. Puis, tu nous disais avant de commencer l'épisode que vous aviez toujours pas ou très peu d'aide financière du provincial là, en ce moment. Bien, pour le projet Transition Québec, on a eu de l'aide du gouvernement du Québec, mais pas du fédéral, par exemple. Okay. Mais le gouvernement du Québec a aidé avec des programmes de supplément au loyer, donc pour les 100 unités. Et ça l'a fait la différence, honnêtement. Okay. Comment ça marche, un programme de supplément au loyer? Sais-tu un peu comment ça marche? Oui. En fait, un programme de supplément au loyer, ça fait en sorte que la personne qui réside dans l'unité paye 25 % de son revenu. De son revenu, mais ça ne pas. Ben, ils sont généralement sur l'aide sociale. Donc, les unités, c'est autour de probablement 150-200 $ par mois. Là. Ce qui est impossible au Québec de se loger à 150 $ par mois. Non, sans un PSL, parce qu'il y a des PSL dans le marché privé aussi. Là. Souvent, les gens peuvent se référer à leur... Oui, programme de supplément au loyer. Je m'excuse pour l'acronyme. Non, mais c'est correct parce qu'on suit. Là. Les gens peuvent se référer à leurs offices d'habitation qui gèrent les PSL. Évidemment, ça prend des conditions puis c'est limité. Oui. C'est payé en partie par la ville à 10 %, mais le reste par le gouvernement du Québec. Ben, mais il faut qu'il soit octroyé par Québec. Bravo. Ben, Québec. Mais c'est payé par la ville. En 10 % du PSL sont payés par la ville. 10 % par la ville. Eux autres, la personne paye 25 %, c'est ça? Oui, exact. Donc, le reste, c'est le gouvernement provincial qui dit, OK, on va supporter ce projet-là. Exact. Donc, soit à l'organisme, soit au propriétaire privé en fonction. Mais ça reste qu'initialement, ce budget-là, c'est pas nécessairement dans vos champs de compétences de vous occuper de ça. Mais maintenant, ce l'est. Là, puis ça a été une bataille. Tu sais, même au sein du conseil municipal, il y a encore des collègues autour de la table du conseil qui, nous, on a mis en itinérance 25 millions sur 5 ans, fait que 5 millions par année. Puis on s'est bâti une équipe municipale en itinérance. Chez nous, à la ville de Gatineau, on a des spécialistes en itinérance qui travaillent avec les organismes. Des employés municipaux. Des employés, OK. Puis, en fait, on a aussi un commissaire à l'itinérance. Moi, j'ai nommé un commissaire à l'itinérance qui est Steve Moran, qui est le conseiller du centre-ville, qui est aussi le président du comité exécutif pour faire le lien, au niveau politique aussi. Donc, nous, on a vraiment structuré notre action là, en matière d'itinérance cette année parce qu'il y avait une crise qui nous obligeait à agir avec force, il faut se le dire. Oui. Puis, je suis pas en train de dire que tout est réglé, là. Évidemment, non, mais ça va prendre pas dans des votre années. direction, puis ça, il faut le célébrer. Parce que, tu sais, c'est pas là. Peuvent en engendrer d'autres, peuvent inspirer d'autres mondes, d'autres villes, d'autres organismes. Fait que, tu sais, c'est un bon pas dans la bonne direction. Ce que j'aime dire, c'est qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir un résultat différent si on ne change pas la formule. Donc, en itinérance, on a changé la formule. Puis, évidemment, c'est du essai-erreur, parce qu'on apprend à travers ça. Mais tu vois, on parlait au début de l'aller-retour entre la théorie puis la pratique. Oui. Ce que la littérature scientifique dit, c'est que quand les villes se mêlent d'itinérance, elles sont capables de faire la différence. Elles sont capables de faire en sorte que le continuum de services... C'est le même principe qu'avec l'immigration. C'est que quand on fait de la concertation des organismes, quand on est sur le terrain pour entendre les besoins puis trouver des solutions, ben ça fonctionne. Parce que, tu sais, ici, ce qu'on voit beaucoup à Montréal, c'est le fameux démantèlement. Là, on arrive avec une pépine, là, puis on jette tout. Tu sais? S'il n'y a pas de solution après, j'ai comme l'impression que c'est une fausse bonne idée, là. Tu sais, l'idée, c'est d'offrir un service puis un filet. Puis là, ben, ce projet-là semble être un filet qui fonctionne. Si déjà, vous avez 5... Sur combien qu'il y a de conteneurs? Combien qu'il y a de personnes accueillies, à peu près? À capacité, ça va être 100 personnes. À capacité, ça va être 100. En ce moment, il y en a combien? Une cinquantaine, à peu près. Ben, tu sais, 5 sur 50, moi, je mets ça dans la colonne des succès, là. Ouais. Tu sais, 10 % c'est bon.
sais, fait que tranquillement, pas. D'ailleurs, c'est votre investissement à 10 %. Mais, tu sais, non, mais dans le sens que, tu sais, c'est bon. C'est un bon pas, je trouve, dans la bonne direction. Souhaitons que ça fasse des petits, ce projet-là. Je le souhaite. Chez nous, on n'en fait pas des démantèlements. Tu ouvres la question. Puis ça, c'est un gros débat dans les villes. Oui. Est-ce qu'on fait ou pas des démantèlements? Oui. Quand il faut déplacer les gens, parce que ça arrive, puis entre autres, tu sais, sur le site du campement, tu sais, il a fallu déplacer les gens pour faire le projet de conteneur résidentiel. Fait que nous, on a vraiment été en mode accompagnement. Puis l'équipe municipale est capable de dire aux organismes communautaires qui sont sur le terrain, les travailleurs de rue, de dire, OK, à telle date, puis là, d'avance, là, c'est une couple de semaines d'avance, là, à telle date, on va faire ça. Fait qu'on va accompagner les gens, on va venir avec eux, on va les déplacer, on va les aider à transporter leurs biens. Donc, on a cette approche-là. De pas démanteler les gens, mais vraiment parce que on les fragilise, là, tu sais, puis c'est pas un t'as déjà jugement, rien. des fois, Mettons, t'as déjà rien, OK? Tout ce que t'as dans ta vie, c'est ta petite tente, ton sleeping bag. Pogne ça, mets ça dans un container. Ouais. Ben, pour l'acheter, là, c'est un peu sauvage, je trouve. Ouais. Tu sais, je suis pas convaincu. Je suis pas un spécialiste de l'itinérance. Mais moi, quand je vois ça, ça me brise le cœur. Parce que je me dis, c'est tout ce qu'il y avait. Tu sais. Puis après ça, quand tu démantèles ces camps-là, il faut qu'il y ait un quelque part. Fait que là, à un moment donné, tu vas peut-être pas les retrouver, puis ils vont peut-être être cachés dans un lieu qui est vraiment pas sécuritaire pour eux. Oui, ils vont se vulnérabiliser. Totalement. Mais par contre, nous, ce qu'on a fait, puis on a été la première ville au Québec à le faire, c'est se doter d'un genre de règlement sur les campements. C'est essentiellement un code de vie. Puis ça a été demandé par la communauté, puis entre autres par les intervenants qui disent, si on veut sortir ces gens-là de la rue, il faut leur donner un certain nombre de règles de vie. T'sais, il faut pas qu'ils puissent faire n'importe quoi. C'est quoi, mettons, qu'il y aurait? Alors, nous, sur le site du campement, qui est le site de Guertin, il y a une partie maintenant qui est utilisée pour les conteneurs, mais à côté, il reste un stationnement, là, en fait, là, un site sur lequel il y a des roulottes puis il y a des tentes. Donc, on l'a travaillé avec les gens sur le milieu. Là, on n'a pas fait du top-down, là, on a vraiment plus fait du bottom-up. Puis on leur a dit, un des trucs, c'est la sécurité, les incendies. Donc, on a mis des règles sur l'utilisation avoir des bonbonnes. Pas de chaufferette au propane dans une tente. Exact. Oui, c'est ça. Ça fait partie du règlement. Parce que en fait, ils se mettent à risque et ils mettent les autres autour d'eux à risque. Donc, on a fait un peu comme un camping. On a dit, OK, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, avec des espaces délimités. Puis, il faut les gens doivent avoir un permis qui est renouvelable pas fréquemment puis qui coûte pas très cher, là. C'est vraiment plus pour le fait de s'engager dans un processus où t'es un peu organisé. Tu peux pas te désorganiser au complet. T'es juste un petit peu organisé. Puis c'est vraiment du bas seuil, là. L'idée, c'est pas de sortir le monde de là. L'idée, c'est vraiment de dire, il y a des règles du jeu, il y a des codes de conduite. Par exemple, la quantité d'animaux que tu peux posséder. Quand tu vas en logement, il y a un règlement municipal. Tu peux pas avoir 8 chiens. Sur le site de Guertin, tu peux pas avoir 8 chiens par tente. Parce que après ça, comment tu vas te trouver un logement? Tu voudras pas te départir de tes chiens. Tu voudras pas rentrer en logement. Donc, vraiment des règles comme ça. Puis, c'est encore une fois, de l'itération, essai-erreur, mais ça a été demandé par les organismes pour... puis c'est pas consensuel, là. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait mettre aucune règle du jeu, mais pour éviter l'accumulation compulsive, par exemple. Et là, on offre des entrepôts aux gens. Donc, on vient un peu... Mais vous faites quoi avec les gens qui respectent pas les règles? On travaille avec eux pour qu'ils en règlent. Mais il y a beaucoup de tolérance. Il n'y a pas de contravention, il n'y a pas... Parce que je veux dire, ils pourront pas payer. C'est mieux s'ils vont en prison parce qu'ils n'ont pas payé les contraventions. Non, c'est ça. L'objectif, c'est pas de le faire. Ça existe, là. Oui. Il y a des villes qui adoptent encore cette approche-là. Puis en toute sincérité, Gatineau, dans le passé, a adopté cette approche-là. Mais ça fait plusieurs années que notre service de police n'est plus là. On donne plus de contraventions pour flânage dans un espace public. Oui, parce qu'il y a des villes qui font ça, là. Oui, il y a des villes qui font ça. C'est une mesure de contrôle, là, tu sais. Mais nous, on a une autre approche, puis, tu sais, c'est la police, c'est l'équipe unique chez nous. Donc, c'est un policier jumelé avec un intervenant communautaire qui intervient dans ce secteur-là. Okay. Ces policiers-là sont bien connus des personnes en situation d'itinérance, puis ils sont appréciés aussi. Quand ils viennent sur le site, ils se sentent en sécurité. Donc l'approche, là, c'est pas de donner des contraventions. C'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut t'aider ultimement à sortir de la rue, parce que l'objectif, c'est pas que tu restes ici 25 ans puis que tu finisses tes jours-là. Ouais. J'aimerais ça savoir, y a-t-il des citoyens qui étaient réfractaires à ce projet de conteneur-là, qui étaient comme moi, je veux plus voir de tente, je suis pas bien, je veux pas qu'il soit... Il y en a, là, des citoyens comme ça. Comment on deal avec ça en étant mairesse?
Au centre-ville, en particulier sur le gros site du campement, il n'y a pas eu d'opposition. OK. Parce que de toute façon, il y avait des tentes. Puis je pense que les gens, ça fait quand même probablement des décennies qu'il y a des tentes à Guertin. C'est juste que là, il y a une forte augmentation. Là. Donc, tu sais, les gens, évidemment, il y a une école à proximité, une école secondaire. Donc, les gens sont préoccupés par la question de la sécurité. Mais je pense qu'ils comprennent que structurer notre action, ça nous permet de créer de la sécurité pour tout le monde. Les gens sur le site, mais les gens à l'extérieur. Dans le secteur Gatineau, c'est plus nouveau qu'il y a des personnes en situation d'itinérance. Puis, il y a des tentes. Puis, je suis allée justement faire un tour de vélo. Puis voir, en fin de semaine, il y avait à peu près 10-12 tentes, là, avec probablement plus de gens. Puis là, ben ça cause des enjeux de voisinage. Là. Ouais. Et ça aussi, on est en train de structurer nos actions parce que il faut faire, tu sais, un comité de cohabitation là pour discuter des enjeux, de qu'est-ce que ça a comme impact chez vous. Il y a des commerces à proximité, eux autres ils disent ben là ça l'impact. Oui, les clients viennent pas parce qu'ils ont peur, genre. Oui, ben tu sais, puis comme dans toutes les grandes villes au Québec en ce moment là, c'est la dynamique. Donc il faut qu'on soit capable de se parler, il faut qu'on soit capable d'imaginer les solutions ensemble parce que c'est clair que l'itinérance, elle ne partira pas d'elle-même. C'est pas si on l'ignore que ça va aller mieux. Il faut, moi, je pense, prendre le taureau par les cornes. Bien, en fait, moi, ce que j'entends pas, puis que je pense qu'on devrait commencer à s'en jaser, c'est que la personne en situation d'itinérance, c'est peut-être une partie temporaire de sa vie. OK? C'est un dur moment à passer. Ça reste un citoyen. C'est pas vrai qu'un citoyen de Gatineau, c'est celui qui a un bungalow avec une piscine hors terre uniquement. Ça peut être quelqu'un qui habite dans le penthouse que j'ai parlé tantôt. Ça peut être quelqu'un qui a une plus petite maison. Ça peut être quelqu'un qui habite dans un bloc appartement. Et ça peut être la personne en situation d'itinérance qui fait partie de notre communauté aussi. Donc, c'est un peu notre responsabilité de la communauté de prendre soin de tout le monde, de répondre aux besoins de tout le monde. C'est les personnes les plus vulnérables dans nos communautés, puis ils ont besoin de nous, effectivement. Ouais. Je vais bifurquer parce qu'on a parlé beaucoup d'itinérance, qui est un sujet super important, mais il y en a d'autres aussi. Oui, comme on parlait en pré-entrevue que l'aménagement du territoire, c'était un de vos champs de compétences au municipal. Puis que là, il y a eu des enjeux avec le choix du provincial qui a décidé de mettre le nouvel hôpital dans un certain endroit. Puis finalement, c'est pas la décision que vous auriez prise, vous, de par la localisation, pour le transport là-bas. Bon, peux-tu nous en parler un peu? Pourquoi tu t'es opposé à ça? Ben, c'est-à-dire que, puis il y avait, oui, j'ai pas salué cette décision-là quand elle a été prise, puis qu'on se comprenne, on a des besoins très importants en matière de soins de santé. Là, oui, il faut un hôpital. C'est pas ça l'enjeu. Oui. Mais il y avait vraiment une coalition à Gatineau de gens, à la fois de la communauté d'affaires, la Chambre de commerce était là-dedans, des organismes, des associations citoyennes, des gens mobilisés en matière d'environnement, en matière d'aménagement du territoire, en faveur d'un site central. Puis il y a une espèce d'anachronisme là-dedans, c'est que Québec dit aux villes, faites des schémas d'aménagement, adoptez des règlements de zonage. Fait un schéma d'aménagement, c'est une planification du territoire sur 25 ans. À partir de ça, on décide où est-ce qu'on passe le transport en commun, où est-ce qu'on fait des zones industrielles, où est-ce qu'on fait des zones commerciales. C'est sur 25 ans. Okay. Puis, donc, en fonction de ça, nous, on planifie plein de choses. Tu sais, la largeur des routes, les tuyaux d'aqueduc qui vont desservir un quartier résidentiel avec une école primaire. On dessert pas ce quartier-là de la même façon qu'on va desservir le centre-ville en matière de transport en commun, en matière d'aqueduc. Le quartier peut grandir, puis le quartier peut changer, peut avoir plus de monde. Exact. Puis donc, la coalition militait en faveur d'un site central pour toutes les raisons d'aménagement du territoire là, que vous pouvez imaginer, qu'il soit desservi par le transport en commun, qu'il soit desservi par les services, qu'il y a des impacts positifs sur la vitalité du centre-ville. Tu sais, si on pourrait en parler, mais à Gatineau, tu sais, notre centre-ville, ça a été le plus affecté par la COVID quand les édifices... Ah oui? Ben oui, parce que notre centre-ville est très dépendant des fonctionnaires fédéraux. Tu sais, quand le fédéral a construit des tours là, à Hull puis qu'il a exproprié là, presque 50% de l'île de Hull pour construire des tours, chez nous, ça a encore des impacts. On a encore des enjeux de vitalité au centre-ville. Puis on travaille très fort à ce niveau-là. Tu sais. Mais en quoi le lien avec la COVID? C'est quoi par rapport à... Ben, quand les fonctionnaires fédéraux sont partis, parce que c'est eux qui vivaient beaucoup au centre-ville puis qui faisaient vivre nos commerces, ben, quand ils sont partis, les commerces ont eu beaucoup de difficultés. Fait que là, quand tu as la possibilité d'avoir un investissement provincial comme un hôpital avec des travailleurs, avec des gens qui vont le fréquenter, tu te dis, ben, coudonc, ça serait la bonne place. Comme ça relancerait notre économie locale, ça donnerait un coup de pouce parmi d'autres actions, évidemment. Là. Donc, puis le transport en commun passe déjà là. On a
la capacité des réseaux souterrains. Puis le gouvernement du Québec a décidé de faire ce site-là dans un endroit qui est... L'hôpital, tu veux dire, là. Oui, l'hôpital, excuse-moi, qui est à Hull, mais qui est excentré, tu sais, pour lequel on n'a pas de capacité d'égout, on n'a pas de capacité d'aqueduc. Il va falloir élargir tout est à les construire. Tout est à construire. OK, fait Fait qu'il que là- plante comme, mettons, au Monopoly, là, tu sais, il plante un hôpital là, mais il fait ouais, pas les services. C'est ça, là, que tu me dis. Mais là, Ouais. c'est la ville qui doit payer pour OK. ça. Ben moi, je veux pas. C'est toi qui as décidé de le mettre là. Ben, fait que- en fait, tu sais, le calcul qu'a fait le gouvernement du Québec, c'est qu'eux autres, ça leur coûtait moins cher de le faire là, parce qu'il y avait presque pas de décontamination. Il y a une démolition, mais ils voyaient très bien dans ces calculs de départ qui étaient préliminaires, parce que, bon, évidemment, là, que c'est l'emplacement où il y avait le plus d'impact sur la ville, parce que on a pas le transport en commun pour desservir. Tu sais, comme je disais tantôt, il faut élargir les routes, tout ça. Donc, Oui. pour lui, c'était le choix qui lui coûtait moins cher. Mais, fait que là, moi, tout de suite, j'ai dit, ben, si c'est ça l'emplacement que vous choisissez, il va falloir assumer les coûts de ça, parce que c'est pas vrai que, tu sais, nous, c'est des millions de dollars. On se là. rappelle que c'est des services pour les résidences et non pas pour la communauté, les taxes, là. Fait que Oui, c'est exact. beaucoup Puis vous d'argent nous que t'as pas, demandez là. de planifier. On planifie nos travaux en fonction de ça. Où est-ce qu'on fait des routes plus Ouais. larges? Puis là, ben nous, c'est pas cohérent avec la planification que vous nous avez demandé. Donc, si vous décidez de déroger à ça, faut que vous payiez pour ça. Ben oui. tu sais. Ils vous demandent de faire un plan, vous leur offrez un plan, puis ils suivent pas le plan. Puis attends, après ça, ils choisissent l'autre plan, puis ils disent, moi, ça me coûte moins cher, mais toi, ça va te coûter 100 fois plus, fait que gère. Fait que quand tu C'est leur un peu dis ça, ils bizarre. répondent quoi? Mais en bout de ligne, là, ce qu'il faut comprendre, ben ils disent oui, on va vous aider, mais tu sais là, on C'est en discussion, c'est là. en discussion, Ah ouais, puis ouais, Chauffer. mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bout de ligne, quand on fait ça, là, qui paye? C'est le même contribuable. Toujours. Fait que peut-être que ça leur aurait coûté ça leur aurait coûté plus cher au centre-ville, un terrain, parce que ça coûte plus cher. Là. Oui. Tu sais, souvent, il y a des enjeux de décontamination. Ben oui. Je pense que Greg, tu connais bien ça. Oui, pas pire. Mais la réalité, c'est qu'on n'aurait pas eu besoin de refaire le réseau d'aqueduc d'égout. On a déjà le Rapibus, on a un tramway qui s'en vient à cet endroit-là. Le tramway, le fameux tramway. Oui, le fameux Ça tramway. vient. On en reparlera. Donc, ça aurait été, d'un point de vue collectif, plus responsable de Ouais. le faire dans un lieu central. Là, comme il est pas central, ça veut dire que si tu veux aller à l'hôpital, faut que tu pognes ton auto solo pour aller là, right? Ben, en ce Ou une moment, raide d'ambulance, là, selon. il y a des autobus, mais ça va être insuffisant, là. Puis tu sais, les autobus, on s'entend quand il faut aller à l'urgence, ça se peut que tu prennes ton auto ou que tu prennes une ambulance. Ouais. Mais pour les travailleurs, Mais c'est ça. Les travailleurs aussi. Les travailleurs, là, ils ont des horaires atypiques. Ça fait tuer avec le système de transport en commun, tu sais. ça. ben absolument, tu sais. Puis à l'hôpital de Gatineau puis à l'hôpital de Hull, je veux dire, l'incidence du transport en commun chez les travailleurs est importante. Ben tu sais. oui, ben oui, la clairement. STO planifie, la Société de transport de l'Outaouais, Oui. pardon, planifie, c'est évidemment parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui convergent vers un même point, planifie ces transports en fonction de ça. Mais oui. Ben oui. Ben, mais là, c'est en égo, là. C'est ça que tu dis, dans le C'est fond. en Là, est-ce discussion. que c'est construit? Ben, je suis pas allé, là. C'est pas- Non, pas du tout. OK, là, on jase. Fait que là, il n'y a pas de pépine, là. Il n'y a pas de pépines. Ça se pourrait qu'il y ait un rétropédalage. Ils sont experts dans ça. Ça se pourrait. Moi, j'ai le droit de le dire, pas toi. C'est un, c'est un terrain qui appartenait au gouvernement fédéral qui a été dans la dernière année parce que l'annonce date d'1 an, cédé au gouvernement du Québec. Et là, donc, la première étape, ça va être la démolition. Mais nous, on pense que même pour démolir, tu sais, c'est une artère, ça s'appelle Cité des Jeunes, la rue où il va être implanté. C'est une artère qu'on va avoir besoin d'élargir plus tôt que tard, même pour faire la démolition. Là, tu sais, il va y Ben avoir oui. des camions. Ah, il va y avoir des bouchons partout, puis tout. De la poussière, la gestion de la poussière, la gestion de tout ça. Puis il faut planifier l'impact dans les quartiers. Il y a des gens autour de ça. Il Ouais. faut voir comment est-ce que les autres vont se déplacer dans les quartiers. Oui, parce que c'est pas mieux si tous les gens qui habitent autour sont pris dans le trafic pour aller au travail ou quoi que ce soit. Tout ça, ça a un coût en temps, en énergie, en plein de choses. Fait qu'il faut bien planifier les choses. Mais est-ce que ce serait possible, justement, je dis à la blague, là, le rétropédalage, mais est-ce que ce serait possible de dire, hey, finalement, on va prendre votre plan, puis ça se pourrait-tu? C'est une option?
Ben, je pense que, tu sais, moi, mon travail, là, c'est à partir du moment où le gouvernement du Québec, tu sais, nous autres, on veut qu'ils collaborent avec nous, Oui. mais Oui. moi, je vais collaborer avec eux, là, Oui, tu sais. oui, c'est clair. Donc, à partir du moment où ils prennent une décision comme ça, tu sais, nous, à la Ville, on a dédié des ressources à l'emplacement de l'hôpital pour travailler avec le gouvernement du Québec, la SQI, le réseau de la santé, pour faire en sorte que ça fonctionne puis qu'on limite les impacts négatifs le plus possible, qu'on OK. soit capable de planifier les travaux, faire en sorte que ça arrive de manière le plus harmonieuse possible dans ce quartier-là. Donc, tu sais, pour l'instant, nous, on est vraiment dédiés à ça, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître l'anachronisme important que ça représente. Petite pause remerciement pour Circulia, notre partenaire contributeur pour la Tournée des villes Ça va mieux qu'on pense, qui regroupe plusieurs organisations pionnières en environnement au Québec. dont fait partie Stradiaire Conseil, qui accompagne les entreprises et les villes dans leurs projets innovants en gestion des matières résiduelles et en économie circulaire. Je vais bifurquer vers la question de notre partenaire contributeur qui est Circulia. Et leur question est: quelle est votre vision d'une ville plus verte, résiliente et circulaire? C'est une excellente question, puis c'est pas une question simple. Non. Puis, tu sais, Gatineau a été super touché par les changements climatiques. On a connu les inondations en 2017-2019 dans le seul quartier de Pointe-Gatineau. Plus un ouragan, à un moment donné, non? Ah oui, tornade, faut pas l'oublier, la terre tornade, chaud, c'était pas facile, ça. tout Là. à fait. Puis c'est intéressant aussi de noter, ce que je me permets la parenthèse, je m'excuse, que, tu sais, les changements climatiques, là, l'impact de ces crises-là ont touché nos quartiers les plus défavorisés. Puis ça, on le sait que les changements climatiques, ça affecte pas tout le monde de manière égale. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est une grande inégalité sociale. Oui. Donc, nous, on a un plan climat pour notre réduction des gaz à effet de serre. C'est un projet que j'avais porté comme conseillère municipale. Quand je suis arrivée comme mairesse, on a doublé la capacité du bureau de la transition écologique pour être capable d'en faire plus. Bravo. Puis réaliser nos objectifs en matière de... Puis, tu sais, nos objectifs en matière de plan climat, c'est les objectifs mondialement reconnus, là, tu sais, du GIEC, puis tout ça. Donc, comme pour décarboner, par exemple. Oui. Oui. Donc, carboneutralité en 2050 avec des objectifs aussi pour 2030. Vous suivez ça? Vous avez pas lancé la serviette en disant « Ah non, finalement, ça marchera pas ». Vous êtes vraiment là-dedans? On suit ça, puis écoute, il faut qu'on ait de l'ambition. Là. Oui, ben moi, je On est mieux de viser plus haut, puis il n'y a pas de planète B. Oui, comme on dit. pour l'instant. Ben, Elon Musk dit que oui, mais bon. Ouais. C'est correct. C'est normal. Comment dire? Ça me rassure quand tu as des doutes. Donc, on suit de près l'évolution de ça. Donc, ça, c'est la réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation aussi au changement climatique. Chez nous, c'est sûr que les inondations, c'est une grande réflexion. Comment est-ce qu'on fait en sorte? Parce qu'on sait que les inondations vont survenir de nouveau. Totalement. Donc, c'est quoi la bonne solution à ça? Des infrastructures Vous vertes. avez de l'eau, vous autres, là, proche, là? Ah oui, nous, on est beaucoup, au là. confluent des rivières. Tu sais, la rivière des Outaouais qui borde tout Gatineau. Gatineau est installé tout le long de la rivière des Outaouais. Ouais. On a la rivière Gatineau, puis on a la rivière Blanche. Donc, voilà. Trois belles options. 3 belles options, puis c'est magnifique vivre à Gatineau pour ces raisons-là. Ben oui. Mais ça vient aussi avec des défis. Ouais. Et donc là, on a mis en place un comité, on a fait faire des études, évidemment, pour identifier nos secteurs névralgiques aux inondations. On a identifié les secteurs qui sont dits intolérables, donc pour lesquels vraiment il va falloir agir assez rapidement. Mais tout ça, c'est pas simple, hein, parce que bon, il y a des infrastructures vertes qu'on peut mettre en place. Je vais y revenir. Il y a des Des infrastructures parcs éponges, vertes. mettons. Des parcs éponges. Les chercheurs parlent d'espace de liberté des rivières. D'ailleurs, des chercheurs de l'UQO chez nous. Oui, je C'est sais. magnifique C'est en magnifique. plus. Oui, d'ailleurs, Jérôme Duprat, il est dans votre coin. Oui, tout à fait. Puis Oui. on travaille avec Jérôme pour à plusieurs égards, là, parce qu'effectivement, c'est une excellente tête, en plus d'un... Jérôme Duprat qui a fondé l'entreprise Habitat, qui est une entreprise qui accompagne justement les institutions puis les villes à pouvoir mettre en place des solutions pour les changements Ah, climatiques. je savais même pas ce bout-là. Oui. Ben, merci. Puis qui est un cowboy fringant. Mais non, mais là, on va Parce le qu'on reçoit recevoir. bientôt, c'est pour ça. Ah, c'est cool. Ben, c'est vraiment une bonne tête. Puis un être très sympathique aussi. Oui. Donc, je parlais d'adaptation. En fait, les Liberté parcs des éponges. Oui, là, le comment- sens de liberté des rivières. Merci. Donc, tu sais, est-ce que ça peut être de, par exemple, reprofiler les rivières pour faire en sorte que... Reprofiler. Oui, donc Oh. creuser, par exemple, les rivières Ah, pour les, que... les agrandir, leur donner Ouais. plus de place. Dans le fond. Dans le fond, oui, Ouais. c'est ça. Ben, c'est que si c'est plus creux, ça a moins de chances de déborder. C'est Je ça? connaissais pas ce Ouais. mot-là, je Exact. m'excuse. Ok. Ben, moi non plus, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben écoute,
on apprend plein de choses quand on est mairesse. Autre tâche connexe, voilà. Donc oui, puis tu sais, il y a des gens qui sont partis de ces quartiers-là aussi. Maintenant, c'est des espaces verts, pas partout. Mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer que ces nouveaux espaces verts-là deviennent des espaces de liberté des rivières? Ça fait partie des réflexions. Puis les infrastructures grises, par exemple, des digues. Chez nous, on a imaginé qu'on pourrait avoir, dans certains quartiers, des pistes cyclables qui deviennent des digues. Donc, les gens peuvent en profiter, mais quand l'eau monte, ben ça sert. C'est probablement une combinaison de tout ça, d'infrastructures vertes, d'infrastructures grises, puis réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'évidemment, on veut pas que le phénomène, le moins possible, augmente. Mais il y a des questions éthiques qui se posent dans ces cas-là. Quand on crée une digue, on arrête d'inonder des gens, mais on inonde d'autres personnes. Oui. Ou on inonde d'autres terrains. Qui on inonde? Ouais. Donc, on travaille aussi avec des éthiciens pour être capable de nous aider dans ces réflexions-là. Puis, tu sais, il y a la ville d'Ottawa de l'autre bord, là. Si nous, on fait des digues, est-ce qu'on veut pas faire ça, là? Ouais. Non, ça ferait pas de sens. Ouais. C'est bon ce que tu dis parce que c'est pas de mettre en place une solution qui va créer un problème ailleurs. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je suis bien chez nous. Ouais, mais check l'autre. C'est ça. Le but, c'est de trouver une solution qui va pas avoir d'impact négatif, tu sais, de penser 360. Puis, il y a la question de vider les quartiers. Tu sais, de démolir les maisons. Ça? Ben, ça fait nécessairement ça pourrait arriver. En fait, ça s'est passé. Quand les gens ont été inondés, le gouvernement du Québec a dit, vous avez l'option de vous immuniser. C'est-à-dire de remonter les maisons, de faire, en fait, c'est comme des coques de bateau. Là, les sous-sols deviennent comme des coques de bateau. C'est souvent pas à 100%, mais ça permet de... Quand l'eau monte, la maison monte, impossible. Non. L'eau rentre dans un bassin en dessous. C'est comme un bassin. En fait, c'est que... Je voyais l'image. Souvent... C'est ça, quand la maison... Là, c'est plein de maisons qui flottent. Après, ça prend des grosses cordes, il faut les ramener. On a un 30 pieds de corde. C'est ça, notre jeu. On les ancre. C'est ça. Gatineau est une ville mobile. Après, ça se dépose. Ce serait magnifique. En passant, je l'ai changé de code postal. Inondation. Non, c'est plus que quand l'eau, c'est fort. Donc, ce qu'elle fait avec les sous-sols, c'est que souvent, elle va briser la fondation du béton. Je comprends, merci. Donc, mais ça me fait plaisir. Donc, ça prend des fondations qui sont pas mal plus épaisses puis qui sont étanches aussi parce que souvent, tu sais, une fondation de maison, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on apprend quand on est mairesse. Les murs sont comme déposés sur la fondation. Ouais. Quand tu es en zone inondable, tu peux pas faire ça. Il faut que ça soit plus sécuritaire. Étanche, Donc, je rentrerai pas dans tous les détails de construction d'une maison immunisée, mais toute la patente, là. il y a toutes sortes d'aspects, là, tu sais. Donc, oui, tu sais, immuniser des maisons, ça fait partie de l'adaptation au changement climatique, mais ce qu'on a vu, puis ce qu'on sait aussi, c'est que dans les quartiers où ça inonde, la valeur des propriétés augmente. Pourquoi? Parce que les pauvres s'en vont, puis les riches restent. Ou les riches arrivent. Dieu mais ça, c'est pas Gatineau, c'est juste, on le sait, ça, de l'expérience mondiale. Alors qu'on penserait le contraire. Ah ouais, c'est spécial. Inondé, ta maison ne veut plus rien. Mais parce que ceux qui sont plus fortunés sont capables de justement protéger leur maison. Puis on le voit à Gatineau, là, tu sais, les plus petites maisons ont souvent été démolies. Tu sais, dans le coin de, là, je vais nommer un endroit que vous connaissez pas, mais le ruisseau Moreau, tu sais, c'est un quartier plus populaire. Ben, c'est là où il y a beaucoup d'espaces verts maintenant, mais il y a des secteurs où, tu sais, je pense à la rue Urtubise, entre autres, où les toutes propriétés. Des places qu'on voit, là. Ben oui, c'est ça, vous les connaissez pas, mais aller. quand c'est des propriétés avec une plus forte valeur, les gens ont dit, ben, je me fais pas racheter par le gouvernement du Québec, je vais m'immuniser, puis je suis capable de mettre les sous pour le faire. Donc, ça pose ces enjeux éthiques-là, mais peu importe c'est qui reste dans les rues, ça pose toutes sortes d'enjeux, tu sais. Par exemple, tu sais, la rue Urtubise, là, là, vous savez pas c'est où, mais je vais vous en parler un peu. Il y a des propriétés sur le bord de l'eau, mais quand l'eau monte, on perd la rue. Donc, les gens se sont immunisés, fait qu'eux sont hauts, ils ont peut-être de l'eau dans le sol, mais ils peuvent continuer d'habiter leur maison. Mais la rue, elle, n'existe plus. Donc, les gens se déplacent en bateau. Bon, c'est souvent des gens qui possèdent des bateaux parce qu'ils sont sur le bord de la rivière. Donc, ils changent le bord du bateau. Ouais. Là, ils amènent le bateau. De ils vont faire l'épicerie en bateau, eux. Ils vont faire l'épicerie en bateau. Tu as l'air surprise, mais... Oui, mais ça pose une question... Tu sais, s'il y a quelqu'un dans sa maison qui fait une crise cardiaque ou qui a besoin des services d'urgence de la ville, là, qu'est-ce que nous, on a comme responsabilité? On n'a pas des bateaux pompiers puis des bateaux blancs. Là, on en a acheté. On a acheté 4 bateaux avec des bas-fonds parce que, tu
La réalité, c'est qu'on a besoin de desservir ces quartiers-là, mais à plus long terme, il va falloir qu'on ait une vraie réflexion sur c'est quoi l'attente des citoyens, parce que les délais de service, c'est pas la même chose. Il faut que tu viennes en bateau ou si tu arrives avec ton camion de pompier. Il y a moins de trafic. Il y a moins de trafic. Tu as bien raison. Pour mieux remettre en perspective, là, il y a les inondations. Bon, il y a eu les crises qu'on a eues, là, les inondations que tu nommais 2017, 2019, même récemment, il y en a eu d'autres. Mais est-ce que la rivière, ça y arrive dans votre secteur, ça y arrive souvent de déborder comme ça, pas juste en moment de crise? Parce que là, je veux dire, d'investir autant sur sa maison, puis de penser à acheter des bateaux pour pouvoir offrir une sécurité aux citoyens, c'est parce que là, j'imagine que ça arrive plus souvent, là. Pas juste en cas de crise, je sais pas, là. En fait, ça arrive en cas de crise. Mais on a connu des inondations centenaire en 2017-2019. En 23, ça a remonté au point où il y avait des rues qu'on perdait. Là. Effectivement, on se déplaçait en bateau. Mais c'était pas les niveaux, c'était pas les seuils de 2017-2019. OK. On est rendu, c'est plate ce que je veux dire, mais on est rendu un peu habitué aux inondations. Puis je dis pas qu'on pourrait pas être surpris, là. Okay. Mais tu sais, nos équipes sont rendues bonnes à... Tu sais, puis là, au printemps, là, moi, je l'ai vécu comme mairesse cette année. Les équipes nous faisaient un topo, là, 2-3 fois par semaine de voici c'est quoi les seuils d'eau, voici c'est quoi les seuils d'eau. Parce que les rivières peuvent déborder aussi juste par la fonte des neiges, là, la fameuse crue, là, ça existe au printemps, là, aussi. Oui, puis en Abitibi, quand ça fond, nous, on a 2 crues. On a la crue de l'eau qui fond en Outaouais, puis on a la crue qui fond en Abitibi. Parce que donc, ça descend. Exact. Donc, on surveille tout ça, les niveaux d'eau dans les bancs de neige. Nos équipes sont rendues super rodées. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en 2017. Puis la ville s'est fait surprendre par les inondations. Mais là, aujourd'hui, on ne sera pas surprendre. C'est comme des spécialistes en hydrologie, on appelle ça? Oui, tout à fait. Des spécialistes en hydrologie. Puis on travaille avec un organisme de protection de la rivière des Outaouais, là, la CPRO. Là, je m'excuse, je me rappelle pas le nom au long, mais bref, c'est des experts qui travaillent avec nos gens chez nous en sécurité publique puis qui sont capables de... Fait que ça, c'est de l'adaptation, en fait. Là. On est rendu bon en gestion de crise à Gatineau. Totalement. Mais ce que tu disais tantôt sur les problèmes éthiques, oui. C'est vraiment bon que tu en parles parce que, tu sais, de se questionner à ce niveau-là, je pense que on se rend pas compte de toute l'importance, tous les questionnements que vous avez à répondre, tu sais. Puis les citoyens, souvent, c'est comme, ben non, on a un problème, il faut une solution maintenant, mais c'est parce qu'attends un peu, là, on peut pas juste mettre un band-aid, là. Faut penser à comment la solution qu'on va mettre en place va être durable, tu sais. Puis qu'est-ce que ça va affecter? C'est demandant, là. La personne, elle a acheté une maison, là. La ligne d'inondation est 0-100 ans. Il fait comme, j'ai à peu près pas de chance que ce soit inondé. Là, ça fait 25 ans qu'il habite là, puis il est rendu à sa 2e inondation. Ça se peut qu'il commence à être nerveux. Puis là, si le gouvernement arrive puis il dit, ben en passant, on va détruire ta maison. Il fait comme, ben non, moi, j'ai acheté ça pour des raisons, là. Tu sais, je veux dire, j'habite là, mes souvenirs, ma vie. Tu sais, il y a quelque chose d'humain aussi à regarder dans tout ça, là. Tu sais, on peut pas juste déplacer du monde, là. Comment on fait, tu sais? Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je me rappelle un monsieur qui était venu au conseil municipal en 2019. J'étais conseillère municipale. Puis il disait, pourquoi vous faites pas juste monter la rue, là? Moi, j'ai calculé ça, là. Montez-la d'1,5 mètre la rue, là. Puis on va pouvoir se rendre chez nous. Puis là, on disait, mais monsieur, si on fait ça, on va inonder d'autres mondes, tu sais. Puis on va peut-être bien inonder des résidents de votre rue, là. Tu sais, si on monte la rue, il y en a qui sont plus bas, là. On va tout envoyer l'eau dans leur maison. Fait qu'il y a une pédagogie à faire de... Puis ça, tu sais, c'est aussi comment... Tu sais, moi, je pense que la ville doit s'adapter à cette réalité-là. Je trouve qu'en matière de changement climatique, puis moi, je l'ai vécu, on a fait une grosse réforme de gestion des matières résiduelles avec un bilan super positif. Aujourd'hui, Gatineau est la ville qui produit de moins de déchets au Québec. Je l'avais dans mes notes. Je suis content que tu parles de ça. Parce que Bianca trouve que je parle toujours trop de poubelles. Non, mais ça, c'est intéressant. Le meilleur bilan au Québec, c'est quand même impressionnant. Hein? Ouais. Mais ça force la ville à penser autrement ses communications. On peut pas juste dire... Voici ce qui se passe dans la ville. Il faut expliquer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Merci d'en parler parce que je dois chroniquer 3 fois par semaine sur ces maudites mesures-là parce que les gens ne comprennent pas. Parce que, là, mettons, là, tu dis, on va prendre des poubelles aux 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux dire, le les public, gens? le public en général. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Si tu enlèves une collecte puis tu dis, avant, là, on avait les poubelles aux semaines, là, c'est aux poubelles aux 2 semaines. La réaction, elle est immédiate. Au prix que je te paye mes taxes, tu vas passer à tous les jours. Là, si tu dis, ouais, mais t'as 3 bacs, puis il y a ci, puis il y a ça, puis non. C'est long. En fait, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que l'information, elle leur est pas amenée en amont. Fait que ceux qui comprennent pas, c'est plus ceux qui font qui sont censés faire la communication. C'est ça que tu veux dire. Mais tu sais, comment tu fais pour
donner l'information. On dirait que les citoyens Ben, là, aimeraient clairement, ça ils l'ont fait, qu'on hein? cogne. Oui, mais c'est des modèles au Québec. Ben, c'est ça. Comment vous avez des fait? modèles. Ben, je trouve ça intéressant que tu dises qu'on est des modèles parce qu'il a fallu s'adapter. Tu sais, moi, la première année que j'étais conseillère municipale, on a passé cette réforme-là. On a changé la collecte. Donc, les poubelles de la semaine aux 2 semaines. Même chose pour le recyclage. On a rendu le compost. Même la récup est aux 2 semaines? Oui, la récup est aux 2 semaines. Ça tient plus, mon plan. OK. Mais par contre, chez nous, tu peux avoir un deuxième bac. Fait que pour les familles nombreuses, il y a mais pas de maintenant, limite avec sur le EQ, tu recyclage. peux avoir un deuxième bac si tu fais la demande. Oui. Maintenant. Mais ça prend une famille nombreuse, ça prend une couple Ben, ils viennent, la ville va aller, puis elle va évaluer Ouais, si de fait c'est des boîtes, tout C'est ça, ça. mais ça se fait. Ouais. On a rendu le compost obligatoire à Gatineau en... Comment on fait pour faire ça obligatoire? Là, c'est la grosse question. On est à 50, même 2% au Québec de participation au compost? 54. Après ça, le Québec va me chicaner. Comment on fait pour l'obliger? Qu'est-ce qui arrive si je dis, moi, je boude, je composte pas? Tu fais quoi? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'arriver là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné... Puis là, évidemment, ça se fait pas... On a des experts à la ville qui sont formidables. On a vraiment une bonne équipe. Très bonne équipe. Donc, ça se fait pas sur le coin d'une table. Il y a eu vraiment de la caractérisation des matières résiduelles. Donc, oui, il y a des gens qui sont allés fouiller dans les poubelles pour voir pour voir combien de matières recyclables il reste, combien de matières compostables il reste. Tu connais bien ça, je pense. Ouais. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité la quantité de déchets à 120 litres par ménage. Donc, C'est un bac de 120 litres. un bac de 120 litres pour les déchets, donc les déchets ultimes, là, les vraies poubelles. C'est 3,60 dans beaucoup de villes, tu le sais. Ah oui, je sais qu'on était ambitieux. OK. Non, mais... Au-delà de ça, les gens payent. Ouais. Donc, C'est ça. les gens payent des... Les sacs. Aujourd'hui, c'est des sacs au début, mais maintenant, c'est des étiquettes qu'on colle sur les sacs. Ouais. Donc, un gros sac de poubelle ordinaire. Donc, pour arriver à 120 litres, le calcul qu'on faisait, c'est une famille normale va y arriver. Mais elle va y arriver si elle fait du recyclage et du compost. Il n'y a pas de problème si tu fais du compost puis du recyclage, il reste de la place. Ouais, c'est sûr. Puis là, évidemment, il y a des cas particuliers là, qui sont toujours très compliqués, là, tu sais, puis qui sont... Moi, j'ai 3 enfants, puis ils sont tous aux couches. Oui, D'accord. puis tu sais, des adultes malades avec des couches, tu sais, puis c'est vraiment important de prendre ça avec soin, là. Totalement. Mais mettons qu'on parle des ménages, du ménage moyen, là, parce que nous, on a un programme maintenant particulier pour ces gens-là, pour leur donner des sacs de poubelles supplémentaires gratuitement via des organismes qui fréquentent déjà, puis ça n'a pas été simple, là, honnêtement. Non. Mais on y est arrivé, puis tant mieux, parce que c'était une question d'humanité, là. Oui, totalement. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis, évidemment, il y avait beaucoup de gens qui compostaient déjà. Il y a eu beaucoup de peur. Puis, finalement, quand les gens se sont mis à recevoir leur bac de 120 litres, c'était comme, finalement, tout est beau, là. Ouais. Mais il y a eu aussi des gens qui étaient comme, moi, je composterai jamais de ma vie, c'est dégueulasse. Mais c'est pas plus dégueulasse de mettre ton compost en poubelle que de le mettre dans le bac de Mais compost. mettons, moi, je là. composte pas, là. Je boude. Rien savoir. Moi, les verres blancs puis les odeurs. OK? Mettons, ça, c'est pas mal ce que le monde dit en général, là. Mettons, je composte pas, il m'arrive quoi, moi, comme citoyen? Mon bac, là, il est fermé, il est scellé, je l'ai vissé, je veux même pas que personne l'utilise. Qu'est-ce qui arrive? Ben, Parce que là, tu dis que c'est obligatoire. ouais. T'auras pas d'amende, là. Mais tu payes pour ce qui se ramasse d'extra dans tes déchets. C'est Ouais. ça. Ouais. C'est Mais ça. ma Principe nuance, c'est quand utilisateur tu payeur. dis que c'est obligatoire. Y a-tu une amende? Non, il n'y a pas d'amende. On est vraiment dans l'accompagnement avec les citoyens. Mais ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne. Ah Tu sais, ouais. On a implanté le principe d'utilisateur-payeur Ouais. par la tarification supplémentaire des déchets. Puis les gens qui disent hey, moi, je veux bien. Là, à ce moment-là, les gens disaient OK, il faut que je me mette à composter. Je sais pas trop comment faire. Évidemment, il y avait plein de gens qui compostaient déjà. Bien, on les a accompagnés. Mais un des trucs qu'on s'est rendu compte, c'est que au début, on a annoncé les changements. On était comme, OK, dorénavant, le 15 juillet, voici comment ça va se passer. La collecte, ça va être aux 2 semaines. Les encombrants, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a arrêté de collecter les encombrants comme si de rien n'était au bord de la rue. Ça aussi, ça a provoqué certains sais-tu quoi? défis. C'est impopulaire ce que je vais dire, mais bravo. Parce que les gens comprennent pas que ça coûte bien plus cher à la ville, donc aux citoyens, quand tu mets ton sofa au bord de la rue que quand tu vas le porter à l'éco-centre. Parce que là, c'est une collecte VIP à la porte. Tous les encombrants, ça coûte une fortune. Les gens ne comprennent pas ça. Là, mais... On en fait certaines fois dans l'année, mais tu sais, avant, c'était comme tout le temps. Tout le temps. Puis là, c'est vraiment... Genre le premier mercredi du mois dans tel quartier. Là. Exact. Bravo. Ah ouais, avant, c'était tout le temps. Ben, c'est C'est- même dans plein de villes. C'est vrai? Ben, t'as un calendrier, là, puis mettons, dans ton quartier, c'est le premier mercredi Ouais. du mois. L'autre Mais quartier, c'est le troisième mercredi du Dans- mois. En tout cas, je le Chez savais vous, pas. c'est pas- Ben, à Saint-Sauveur, là. OK. Bref. Ouais. D'accord. Puis ce qu'on s'est rendu compte quand on a fait ces changements-là, c'est que les gens réagissaient.
Puis les gens comprenaient pas pourquoi. Ils ont vu ça comme une diminution de services. Oui. Puis là, il a fallu faire « Ah non, attendez, là, on veut pas diminuer les services. On veut réduire votre empreinte écologique. » Pourquoi? Parce que c'est, tu me corrigeras, Greg, mais à peu près 15 des émissions de gaz à effet de serre, là, les déchets au Québec. Là. Facilement, oui. Puis, ben, c'est un truc sur lequel on est capable de jouer, tu sais, de diminuer notre empreinte écologique assez rapidement, tu sais, par des changements d'habitude qui sont relativement simples. C'est plus simple de faire ça que de dire je vais laisser ma voiture chez moi puis je vais prendre le transport en commun, surtout Totalement. dans des quartiers qui sont pas toujours très, très bien desservis où je vais me mettre à faire du vélo l'hiver. Là, Et la gestion des matières résiduelles, c'est un des postes les plus élevés dans les municipalités. Puis c'est un des plus difficilement... en fait, c'est un qui est le plus facilement compressible. Tu sais, la neige, par exemple, tu as le choix, il neige ou il neige pas, c'est pas vraiment de ta faute, tu sais. Mais les poubelles, si tu gères mieux tes matières résiduelles, tu peux réussir à réduire l'impact économique de tout ça. Tu sais, l'espèce de mentalité de VIP que tout ce que tu jettes, on vient le chercher chez vous puis que ça n'a pas de lendemain, là, parce que comme tu le vois plus après ça, c'est correct, ça a des coûts énormes. Mais moi, ma question, c'est que si tu dis que tu as un 120 litres de poubelle, y a-tu du monde qui ont décidé de mettre des poubelles dans le bac de récupération? C'est une bonne question. Ça n'a pas été significatif. OK. Puis au début, là, quand ça a été mis en place, il y a eu des réactions le plus épidermiques, je dirais. Mais aujourd'hui, les gens se sont adaptés. Fait qu'ils ont suivi. Fait que vous avez fait des bonnes coms. Puis on a dû ajuster les coms. J'ai un collègue à l'ENAP, Daniel J. Caron, qui a drôlement là, écrit un chapitre dans un livre de management municipal sur le cas de Gatineau en disant, tu sais, la ville a dû s'adapter. Au début, on disait, bon, la collecte, elle passe dorénavant le mardi, puis l'autre mardi dans 2 semaines. Vous avez informé au début. Au début, on a informé. Ouais. Après ça, on a dit, hey, savez-vous à quoi ça ressemble, nos dépotoirs? Ouais. Savez-vous que ça a de Sensibiliser, l'impact? éduquer, bravo. Puis là, les gens ont fait, ah, OK. Ouais. Fait que là, ça a changé. Évidemment, il y a des gens qui embarquent pas là-dedans. Il y aura toujours un certain nombre Il y a un de 20 que tu peux faire ce que tu veux. Ils veulent rien savoir. Il y a 80 qui va bien aller. C'est à peu près ça, les stats, là. Puis chez nous, tu sais, j'ai sorti des petites données là, pour... c'est 286 kilos par habitant qu'on produit. Donc, depuis cette réforme-là, on est la première ville au Québec. Puis la moyenne canadienne, c'est 684 kilos de déchets par habitant. Ah ouais. Fait que c'est quand même une différence significative. Ben, c'est une différence très, très, très significative. Puis, en fait, c'est que vous avez réussi à mobiliser les gens. De dire, hey, c'est un projet commun, tout ça. C'est plutôt, ben, on dirait. C'était pas parfait au départ. Non, mais je veux ajusté. dire, aujourd'hui, là, tu sais, vous avez Ouais. ajusté vos coms, vous avez fait l'information, après ça, de la sensibilisation, de l'éducation, puis c'est pas fini, là, tu sais. Moi, je dis tout le temps, ça, c'est toute la vie tant qu'il y a une naissance. Fait que, tu sais, il faut Mais je vois commencer. surtout que vous avez eu le courage d'être ambitieux. Tu sais, Ouais. c'est surtout ça. Puis ça, c'est pas tout le monde. Tu sais, on veut plaire aussi. On veut être sûr que nos citoyens sont bien, j'imagine. Oui. Je pense que c'est un peu... Sinon, pourquoi aller en politique, tu sais? Ouais. Ouais. Puis, mais on se parlait en pré-entrevue, tu me disais, tu sais, des fois, c'est juste de créer la brèche, de mettre en place une mesure pour créer la brèche. Mhm. Tu me parlais justement de la politique des toits verts sur les bâtiments commerciaux. Mhm. Je pense que c'est une certaine superficie de bâtiments commerciaux maintenant qui doit absolument avoir un toit vert, mais la superficie est tellement grande que depuis que vous avez mis la mesure en place, il n'y a pas eu tant de nouveaux commerces qui ont eu à avoir un toit vert sur leur nouvelle bâtisse. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Tu sais, est-ce que, une fois que la brèche est créée, là, justement, vous l'avez faite, là, est-ce que vous voulez revenir puis peut-être réduire la superficie? Est-ce que c'est de laisser ça comme ça puis de se dire, ah, ben dans le fond, tu sais, est-ce que ça a créé des impacts en général sur les nouvelles constructions? Ah, ça l'a donné l'idée? Comment ça l'a affecté les nouvelles constructions de votre côté? Le règlement dont tu parles, on l'a passé, c'est un règlement qu'on appelle sur les bâtiments verts, là aussi quand j'étais conseillère. Puis on a pris à peu près les meilleures pratiques là, à bien des égards. Puis sur les toits verts, c'était une réglementation qu'avait fait la ville de Toronto. Puis on était la première ville au Québec à rendre les toits verts obligatoires. Il y avait toutes sortes de mesures sur les stationnements éco-responsables, sur la protection des arbres, replanter les arbres qu'on coupe quand on fait des nouvelles constructions, etc. Et donc, sur les toits verts, effectivement, c'était surtout pour les parcs industriels parce que, tu sais, c'est pas facile de reverdir des parcs industriels. Et donc, ça avait été contesté à ce moment-là, mais
Puis effectivement, comme c'est des bâtiments de très grande superficie, on avait après tout pris la réglementation de Toronto, il n'y en a pas eu tant que ça. Par contre, ce qu'on a vu après ça, c'est que les gens qui n'étaient pas obligés de faire des toits verts se sont mis à faire des toits verts parce qu'ils étaient comme, OK, là, ça, c'est une bonne pratique. Fait que des fois, on s'est laissé erreur, hein, tu sais, puis aussi, au Québec, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de maires et de mairesses qui se parlent beaucoup. Puis Stéphane Boyer en parlait dans son podcast. Là. Mais moi, quand Stéphane, il fait une taxe sur les terres agricoles, je l'appelle puis je trouve ça bien intéressant. Là, puis il m'explique comment t'as fait, puis où est-ce qu'il va l'argent, puis tout ça. Donc, fait que des fois, c'est de créer la brèche, puis après ça, on s'ajuste. Puis des fois, ça a des effets positifs inattendus, comme dans ce cas-là, où pour créer de l'acceptabilité sociale, certains promoteurs se sont mis à faire des toits verts. Ah. Et ça fait partie de plein de choses qu'on peut faire pour reverdir la ville, pour la rendre plus résiliente, mais plus belle, à climatiser. Oui, puis aussi, ça a des impacts sur l'environnement. Tu sais, on a reçu, saison 4, là, ça va sortir bientôt, Orlane Panet de Microhabitat, où ils font des jardins sur des toits. Puis ils font ça le plus grand réseau de fermes urbaines au monde. Oui, puis c'est une entreprise québécoise. Wow. Fait que, tu sais, au début, elle a commencé 1 à 1, puis là, ben, c'est rendu en Europe, c'est rendu aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Fait que c'est vraiment ça aussi de redonner à la communauté, puis de construire autrement nos communautés. Parce que s'il y a un jardin sur le toit, ben, quand il pleut, ben, cette eau-là peut être captée aussi. Ben oui. T'sais, elle ne percole pas sur le béton, puis elle s'en va dans vos infrastructures. Ça aussi, c'est intéressant. Tout à fait. Y a-t-il d'autres mesures que vous avez mis en place côté climat? Tu me dis que vous avez doublé votre nombre de personnes dans votre comité. C'était quoi le bureau de la transition écologique. Oui. Ça, c'est le service à la ville qui est vraiment en charge de la mise en œuvre du plan climat. Là, on a un plan de foresterie urbaine, on a une charte de la biodiversité. Donc, peux-tu expliquer rapidement c'est quoi je sais c'est quoi, mais juste pour que les gens comprennent, je pense que c'est encore un peu nébuleux, la foresterie urbaine. L'idée, c'est de verdir la ville. Puis c'est une mesure en fait, ça rend la ville plus résiliente, là. Puis, on l'a vu dernièrement, il y a eu des pluies importantes, là. Oui. Puis, en fait, tous les étés, là, on dirait, depuis quelques années, on n'en parlait pas si longtemps que ça, mais maintenant, quand il y a des pluies, des flash floods qu'on appelle, c'est des grosses quantités de pluie qui tombent en très peu de temps. Puis, la capacité des réseaux souterrains dans les villes n'est pas là pour les accueillir. C'est clair. L'autre option, c'est que cette eau-là aille dans des espaces verts. Du gazon, des arbres. Les fameux parcs à éponges, les fameuses canopées, tout ça. Tout ça. Donc, il faut verdir nos villes. Puis en même temps, ça a des effets positifs pour la santé mentale, pour la température. On sait que c'est pas mal plus chaud sur une dalle d'asphalte ou de béton que dans un parc, là. Donc, ça participe à tout ça. Alors, on a à la ville de Gatineau un plan de foresterie urbaine. Et là, on va annoncer qu'on a planté des dizaines de nouveaux... des milliers de nouveaux arbres. Wow. Des milliers de nouveaux arbres cette année, oui. Verdissement accéléré de la ville de Gatineau. C'est ça qu'il faut faire. J'ai vu dans une ville, d'ailleurs, ils donnent une subvention aux citoyens qui plantent un arbre devant leur maison. Fait que ça aide aussi à multiplier cet agent-là, de dire qu'il y a de plus en plus d'arbres. Mais même sur les terrains privés, les gens ne se rendent pas compte à quel point, pour la climatisation, l'été, c'est vraiment mieux pour ta maison parce que tu crées des zones d'ombre. Puis juste le rafraîchissement, juste parce que tu as plus de verdure autour de ta maison. Mais même l'hiver, ça coupe les vents d'avoir des arbres autour de sa maison. Fait que, autant hiver qu'il y a été la foresterie autour de sa maison ou en ville, c'est vraiment important de vulgariser puis de sensibiliser les gens à puis d'arrêter de vouloir juste mettre du béton partout puis même du faux gazon parce que j'en vois des fois qui mettent du faux gazon. Puis on a vécu pendant une longue partie de notre histoire avec de la forêt. Ça serait peut-être une bonne idée de remettre ça. Je veux dire, on a quand même survécu longtemps là, comme humains là, avec les forêts. Mais ce serait le temps de remettre ça. Là. Puis ils jouent un rôle, ces arbres-là, aussi. Puis ils donnent de la valeur aux propriétés. On estime que c'est 10 000 pour un arbre. 10 000 pour un arbre sur une propriété? Wow. Donc, allez-y. Oui, allez-y. Choisis-le bien. Quand tu fais ton aménagement paysager, me dire que quand tu vois un bel aménagement, tu te dis, tabarouette, il a investi, lui, parce que ça coûte cher, là. Ouais. Ah, ben oui. Moi, quand j'ai refait ma cour, mon voisin, il y a une piscine creusée avec du pavé uni, il a été inondé. Moi, j'ai mis de la biodiversité, j'ai pas été inondé. Pourtant, on habite sur la même rue, un côté de l'autre. Fait que, tu sais, ça a un impact, là. Tout à fait. Ça a un impact. Tu disais tantôt, tu te représentes
donc Ouais. aux prochaines élections à l'automne 2025. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Pourquoi tu penses que tu es une bonne personne là, pour pouvoir... Une bonne personne? Une Moi, c'est bonne personne de base, hein? Pour pouvoir mener tous les projets dont ta ville a besoin. Ben, écoute, il y a plusieurs choses, évidemment, qu'on veut faire dans le prochain mandat. Puis, tu sais, la campagne électorale va nous permettre de détailler ça. Nous autres, on est un parti, parce que je suis chef de parti, d'un parti qui s'appelle Action Gatineau. Oui, où il y a beaucoup de femmes. Oui. C'est important, On est un ça. caucus très majoritairement féminin. Wow. On n'en a pas Puis parlé on de ça, mais- avait d'ailleurs, on avait une équipe de candidates à la dernière élection. En fait, l'équipe était paritaire, puis nos femmes ont été davantage élues. Puis en ce moment, toutes les femmes autour de la table du conseil municipal sont des femmes. Donc, Toutes les femmes sont des femmes? toutes les femmes sont Je dirais, issues wow, d'Action ben oui. Gatineau. Ah oui, excuse-moi. Et toutes les gens issus de la diversité Oui. aussi. Oui. Donc, voilà. Alors, nous, on est un parti citoyen avec des idées. Dans notre programme électoral, ça vient des propositions citoyennes. Donc, en fait, depuis la fin de la dernière élection partielle, là, ou presque l'automne dernier, on a ramassé des propositions citoyennes sur plein d'aspects, là, donc que ce soit l'environnement, on en a parlé beaucoup, mais la culture, le développement économique, la mobilité. Puis après ça, nos membres ont voté ça en mai. Donc, qu'est-ce qu'on va porter comme programme électoral? Et on a au-dessus de 300 propositions, puis dans tous les domaines d'activité municipale. Puis là, évidemment, je parle pas juste de aqueduc, égout, asphalte, Ouais, c'est bien ça. qu'on veut toujours être capable d'en faire plus pour nos Ouais. infrastructures de base, puis que ça demeure une priorité importante. Donc, la campagne électorale va nous permettre de détailler ces engagements-là. Mais, tu sais, c'est pas parce que... Puis pour ta question, pourquoi est-ce que je pense que je suis la bonne personne? Ben, Mais j'ai vraiment choisi le mot personne parce que je pense que de base, on vient avec... on porte des valeurs. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est pas, mettons... pourquoi Ton programme politique, ça, c'est la pas tant personne ça, c'est dont on plus parle, toi, en comme humaine. en tant que femme, tu sais. ben, peut-être que la façon de travailler, tu sais, puis je pense que les femmes, on amène autre chose en politique que les hommes. Puis, Oui. Merci. Mais, tu sais, cette année, on a travaillé avec... Puis c'est pas parce que je suis chef de parti qu'on l'a pas fait, là. On a travaillé avec tout le monde autour de la table du conseil municipal. Tu sais, c'est pas parce que les gens, tu sais, ont pas tout le temps les mêmes alignements politiques que nous que eux autres, ils sont élus. Tu sais. Puis je pense que l'attente des citoyens puis des citoyennes, c'est qu'on travaille ensemble. Puis moi, il faut dire, je suis arrivée dans un contexte où c'était difficile Oui. autour de la table du conseil. Tu sais, c'est pas Puis pour le rien train que... était déjà en marche quand t'es arrivé, Oui, toi, là. puis moi, j'ai repris ça. Tu sais, je suis partie C'est ça. de ça aussi. Je voulais Oui. pas faire tabula rasa. Ça aurait Ben, c'était pas pas de là. sens, là. Oh, attends une minute, là. T'es allé tabula rasa, toi, Ouais, là. un petit peu de latin. Ouais. Mais donc, il y avait un climat qui était peut-être un peu difficile au conseil municipal quand je suis arrivée. Puis moi, mon engagement, ça a été de dire, ben on va travailler avec tout le monde. Puis on a travaillé avec tout le monde, tu sais. Puis même des gens avec qui, politiquement, on est moins alignés, qui trouvent Ça qu'on devrait arrive. pas agir en matière Ouais. d'itinérance, puis que les changements climatiques, c'est peut-être, Ouais. c'est vraiment pas la priorité. Attends une là. minute. T'as-tu du monde qui pense pas que ça existe, là, les changements climatiques? Écoute, j'irai pas là. Elle a bien dit qu'il pense pas que c'est une priorité. Oui, Ok. c'est ça. J'aime ça. Définitivement, ça, c'est Il y aura un l'expérience autre épisode. qu'on peut amener, puis après ça, je laisserai les gens défendre leur propre perspective sur la question. Mais l'idée, c'est ça, c'est de travailler avec tout le monde. Puis ça, c'est du travail d'équipe, là. Tu sais, mon cabinet travaille avec tous les élus. Tu sais, les élus portent des dossiers dans leur quartier, mais aussi ils ont des comités, commissions. Tu sais, au comité exécutif, on est 5, il y a 3 personnes de mon équipe politique, puis il y a 2 indépendants. Et ça, c'est important, tu sais, d'être capable de travailler avec tout le monde. Fait que Oui. moi, je pense que l'attente des gens, c'est qu'on travaille avec tout le monde, puis qu'on fasse avancer les priorités des citoyens, des citoyennes. Puis ça sera aussi mon engagement pour la prochaine élection, tu sais. Mais il y a des dossiers importants sur lesquels il faut garder le cap. Tu sais, entre autres, le tramway. La dernière campagne électorale, j'étais On la n'a pas seule à parlé, défendre mais le toi, ça a tramway. l'air important pour toi, le tramway. Ben, c'est important pour les gens de Gatineau, le tramway. C'est-à-dire Ouais. qu'il y avait un projet qui manquait. Il manquait le financement provincial, fédéral, puis on a bouclé ça cette année. Mais moi, là, le tramway, là, il faut que tu m'éduques, OK? Parce que moi, quand je pense au tramway, là, je pense tout de suite au verglas, à la neige, à tout ça. Puis là, je fais comme, hey, ça va être un banc de neige, ça marchera pas. Ou, mais il me semble que tu peux pas aller tu peux pas bouger à droite, à gauche. Le circuit, c'est ça, puis that's it.
c'est-tu un frein ou c'est quoi moi les qui avantages connais pas d'avoir ça? le tramway dans la ville, dans le fond? Ben, les tramways sont adaptés à l'hivernalité. Là. Évidemment, il y a des. Mais il y en a dans l'ouest du pays. Là, Il y a moins de neige ben, à Vancouver. il y en a dans les pays nordiques aussi. Là, Oui, donc, OK. oui. Non, c'est parce que moi, j'ai mon image là, de ma grand-mère qui prenait le tramway. Là, C'est sûr que ça a évolué. Là. Les j'imagine. technologies ont Je évolué. t'avais confiance là-dessus. Ah oui, ben. Puis. C'est un cheval qui étire, Greg. Non, j'en ai vu électrique. Là. Il y a un fil, puis là, Oui, il c'est passe 100% électrique. électrique. Ouais, c'est absolument. Ouais. Donc, ça, t'as pas à t'inquiéter. Là. OK. Évidemment. Puis, on a des experts là, qui travaillent avec nous. Là. C'est c'est parce qu'on en a aussi, eu pour le REM, nous autres, à Montréal, des experts aussi. Puis ça peut être un gros succès. Mais explique-nous pourquoi c'est les Gatinois, c'est comme ça qu'on Gatinois, les Gatinois. Gatinois. absolument. Pourquoi c'est important pour eux? Ben, en fait, c'est que Gatineau, c'est la 4e plus grande ville au Québec. Là. Puis c'est aussi une région avec Ottawa. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte à force d'études de transport sur le transport en commun, c'est qu'on s'auto-congestionnait avec nos autobus dans le secteur ouest de la ville. OK. Donc, il y a une grande fréquence des autobus, mais on avait déjà la capacité pour un tramway. Dans le fond, le tramway, la différence avec un autobus, c'est que ça augmente la quantité de gens que ça peut déplacer. Oui, c'est un cocktail de mobilité. Ça fait partie du cocktail de mobilité. Oui, parce qu'il va y avoir le tramway, on va garder les autobus, il va y avoir des lignes de rabattement. Dans le secteur est de la ville, on a un Rapibus, en fait. Donc, on cherchait une solution pour alléger la circulation, dans le fond, dans le secteur ouest de la ville, le secteur Elmer puis le secteur Hull, jusqu'à Ottawa. Donc, nous, notre tramway, il y a comme ultimement 2 branches, là, une qui dessert le nord, une qui dessert le sud, converge vers le centre-ville, dessert le centre-ville, traverse à Ottawa, puis atterrit devant le Parlement, Ottawa. C'est un projet qui était complexe parce que c'est 2 provinces, puis j'aurais envie de dire 2 solitudes aussi des fois. Oui. Quoique nos relations avec le maire d'Ottawa, la ville d'Ottawa sont excellentes. Donc, des législations différentes, là, ça pose la question de qui paye quoi, tu sais. Puis là, t'es devant le Parlement, donc... Puis là, c'est un projet du Québec. Fait que l'Ontario est comme, mais moi, ça me tente pas. Imagine un tramway on les comprend. tout bleu aux couleurs du Québec qui s'en va devant le Parlement puis il tombe en panne là. Non, mais... On n'a pas encore décidé la couleur du tramway. Après moi, ça va être intéressant la couleur. Moi, c'est ce débat-là que je veux suivre. Il va survenir un petit peu plus tard, je crois. Pour l'instant, on est plus dans l'aménagement des stations, dans les lignes de rabattement. Pour avoir le tramway en fonctionnel? Écoute, je me rappelle plus exactement, mais l'échéancier sur lequel on est, le financement est sécurisé. Fait qu'on a 5 ans de phase de planification, d'avant-projet et d'appel d'intérêt. Mais, tu sais, on met l'appel en terre là, cet automne pour les premiers travaux. Donc, ça va aller assez vite que les gens de Gatineau vont voir l'effet de ce tramway-là. Mais la construction débuterait comme dans 5 ans. Ben là, il reste 4 ans. Dans 4 ans. Ah, dans 4 ans. Puis c'est quand même quelques années de construction. Mettons, tu vas être mairesse, là, mettons, là, on rêve. Là. On va travailler là-dessus. Tu vas peut-être être à l'inauguration, là, qui sait? Ben, je vais minimalement être là à la première pelletée de terre si je suis réélue en novembre prochain. Mais oui, c'est un projet qui est basé sur des études. Encore une fois, des études de besoins, des études d'opportunités. Puis là, ben, on va être aussi en phase on a une équipe, on a un bureau de projet, puis on va être en phase de consultation dans les prochains mois pour entrevoir c'est quoi l'effet dans les quartiers, où est-ce qu'on veut densifier, comment est-ce qu'on pense les stations. J'entendais justement Stéphane Boyer dire, moi, j'ai négocié avec les promoteurs. Ben, ça va faire partie des discussions qu'on va devoir avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années pour voir comment est-ce qu'on fait atterrir ce projet-là, puis comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y a le plus possible d'effets positifs, parce que c'est extrêmement structurant, le tramway. En fait, ça a un potentiel d'être structurant, mais il faut l'exploiter au maximum. Quand tu dis structurant, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, tu sais... Gatineau grandit. Puis on est une des villes au Québec qui croît le plus vite. Où est-ce qu'on accueille cette croissance-là? Est-ce qu'on continue de s'étaler ou est-ce qu'on densifie? Évidemment, comme plein de villes au Québec, on dit, ben, faut densifier. Ou est-ce qu'on densifie, pas dans le boisé auquel vous tenez en arrière de chez vous, mais plus sur des stationnements, près des stations de tramway. Donc, on veut faire ça de manière intelligente. Puis comment faire en sorte qu'après ça soit facile pour les gens de s'y rendre, qu'il y a des commerces de proximité, que ça améliore leur qualité de vie. Comment est-ce qu'ils peuvent se rendre rapidement à pied, à vélo? Comment est-ce qu'ils peuvent stationner souterrain, mais que ça prennent pas trop d'espace en surface parce qu'évidemment, c'est des pertes d'opportunités à proximité des stations. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir discuter
avec la communauté dans les prochaines années. Mais moi, ça me rassure de savoir qu'il y a eu des études, tu sais. Parce qu'il y en oui. a des fois des projets qui sont un peu pop-fly, là. Tu sais, puis après Mais ça, c'est tu pas commences, notre tu cas. fais comment? Ça répondait à aucun besoin, finalement. Tu sais, avec du data, des fois, ça permet de prendre des décisions plus sages, là. Mais je vais faire un lien avec ce qu'on a dit plus tôt. Notre projet, il est appuyé par des études et je pense que c'est ce qui fait sa force. Parce que le défi d'un projet de transport en commun, c'est très long à développer, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que le maire soit d'accord, il faut que la ville, le conseil municipal soit d'accord, il faut que le gouvernement du Québec qui finance 40% de tout ça soit d'accord, il faut que le fédéral soit d'accord. Puis des fois, on le voit dans le cas d'autres villes, on l'a pas vu à Gatineau, mais ça fait en sorte que ça crée des clivages politiques qui sont peut-être plus faciles puis qui nous permettent des fois de se positionner, là, je vais dire ça comme ça, là, comme politicien. Fait que le défi d'un projet qui se développe sur, tu sais, Gatineau, ça va avoir pris presque 15 ans, mais plus que 15 ans entre les premières études puis la réalisation du projet. Ah, C'est que tout le monde, le municipal, le provincial, le fédéral, reste d'accord à tout moment sur le projet. Ben oui, Tu sais, là, tu changes imaginez le le parti défi de politique ça. en plus Ben là-dedans. oui. Fait que là, il dit, moi, je vais. Tu sais, l'opposition, il va dire, moi, je vais dire le contraire de Ben l'autre. ouais. C'est clair. Puis là, Mais 15 ans, c'est quand 15 même... ans. Ben, Bravo c'est pour ça, important déjà. de le nommer, ça, la perspective de combien de temps ça prend de mettre un projet structurant en place. C'est clair. Tu sais, Mais c'est trop long. La réalité, c'est que, tu sais, si on veut faire en sorte qu'il y en ait des réseaux structurants comme ça, tu sais, que ça soit à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Sherbrooke, à Longueuil, peu importe qu'on les nomme, il faut que ça soit plus facile que ça. Mais là, tu sais, c'est facile de C'est ça le dire, pour puis c'est l'instant. facile de le faire. C'est ça pour l'instant. Mais on pourrait travailler à raccourcir, mettons. On part de 15 à 12. On a déjà avancé. Tu sais, on pourrait peut-être raccourcir un petit peu. Tu sais, 12, ça se divise bien par 4. Maude, est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'on pense? Oui. C'est sûr que tu sais, le système médiatique est aussi fait pour qu'on ramène plus les coups qui sont moins bons que les bons coups, mais moi, je trouve que le municipal nous donne beaucoup d'espoir. Puis je suis encouragée par nos gestes dans la dernière année là, à Gatineau, mais tu sais, quand je regarde à Montréal, à Québec, tu sais, Stéphane Boyer que vous avez reçu, c'est une perle, là, la vallée chanceuse de l'avoir. C'est un bel être humain. Vraiment. Donc, moi, le municipal m'enthousiasme parce que... Puis c'est pour ça que je fais du municipal aussi, parce que c'est la façon... C'est là où on trouve les solutions les plus concrètes aux grands défis de notre époque qui nous créent bien de l'anxiété. Oui. En tout cas, En vis-tu? à ma génération... Ah oui, ben oui, bien sûr. Puis, tu sais, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de levier tout le temps, mais quand on fait de la politique, on se met dans l'action. Ben, c'est ça. Puis ça aide, donc... Puis d'ailleurs, donc, les études le disent pour l'anxiété. Plus tu es Oui. dans l'action, plus tu vas guérir de ça. c'est vrai. Donc oui, il y a des belles choses qui se passent. Puis il faut pas lâcher, puis il faut en parler. Donc pour ça, merci d'en parler. Ben, merci d'être venu nous voir jusqu'à Montréal. C'est pas si loin, Vraiment. hein. Non, mais merci. Non, mais merci de prendre du temps pour venir jaser avec nous parce que c'est ça l'objectif du balado. Ça s'appelle Ça va mieux qu'on pense. C'est justement pour contrer le négativisme médiatique puis d'essayer d'occuper l'espace de plus en plus avec des choses qui vont bien. Parce que quand on écoute tous les épisodes, ben, on se rend compte que ça va mieux qu'on Dans le pense. fond. Hein? Fais un petit bombe. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Bonne chance pour tes élections. Merci de l'invitation. À la prochaine. Puis on va continuer Oui. à te suivre sur tes médias sociaux ou peu importe où on peut te suivre. On va suivre le tramway. Oui, on c'est va, ça, on va aller faire suivre un les tour de tramway. On va faire un selfie avec le tramway quand il va être là. Vous êtes absolument les bienvenus quand avec vous voulez. plaisir. Merci à de tout le l'invitation. monde. Merci à nos auditeurs. On se voit pour un prochain épisode de la série spéciale La Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. À bientôt. À bientôt. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense est fièrement présentée par Montoni.